Et salut à tous, on se retrouve une nouvelle fois en live, il est 14 heures. On est le 9 mars, un deuxième live du jour. Pour ceux qui sont sur Twitch, on se retrouve pour l'actu du jour. Donc l'actu du 9 mars 2026, il est 14 heures. Donc petit changement d'horaire aujourd'hui pour nos lives actu du jour. Évidemment, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end foot aussi. On va revenir sur tous les résultats de cette semaine, en tout cas de ce week-end, avec les matchs du vendredi, du samedi et du dimanche soir, donc hier. J'espère que vous allez tous très bien. N'hésitez pas, pour ceux qui arrivent sur le live, à venir discuter, à vous manifester, que ça soit sur Twitch. N'hésitez pas à me suivre @atricfr1, que ça soit sur TikTok @atricfr. N'hésitez pas vraiment. Et je vois qu'il n'y avait pas de son. Pas grave, il n'y avait pas grand monde, mais on va pouvoir continuer, donc ça sera plus facile. J'espère que vous allez bien. Je le répète du coup pour ceux qui étaient sur TikTok. N'hésitez pas aussi à me suivre sur la chaîne YouTube @tricfr, les plateformes de podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify et Amazon Music et tous les réseaux sociaux. Si vous êtes sur X, n'hésitez pas à me suivre, ou sinon Instagram, Facebook, Snapchat et Thread. On a eu un petit souci, donc on va faire un petit point déjà sur tout ce qui nous est arrivé cette semaine, en tout cas la semaine dernière. Désolé pour les petits bugs de caméra et de son que j'ai eu pour la conférence de presse de Nice avant le Stade Rennais, mais ça a inauguré le match de ce week-end entre l'OGC Nice et le Stade Rennais. Donc désolé pour ce petit bug, je ferai attention la prochaine fois. Ce matin, on était en live pour un live Ligue des Champions. Ça sortira demain sur la chaîne YouTube. Sinon, vous avez la rotive directement sur la chaîne Twitch. On a fait nos pronos, nos tableaux avec Gaëtan pour cette Ligue des Champions qui arrive demain, huitième de finale de Ligue des Champions. On n'en parlera pas forcément aujourd'hui. On reviendra sur les matchs des équipes qui ont joué ce week-end. Donc, n'hésitez pas. Demain midi, normalement, ça sortira en live. Ça sortira sur la chaîne YouTube et toutes les plateformes de podcast. Donc, n'hésitez pas vraiment à venir voir la chaîne YouTube, c'est le plus important pour notre média. Et donc voilà, donc on va pouvoir démarrer. Je sais pas s'il y a des personnes, s'il y a des gens sur le live Twitch, n'hésitez pas. S'il y a des gens sur le live TikTok, n'hésitez pas à vous manifester. Je vois pas qu'il n'y a pas grand monde, forcément. Voilà, on va pouvoir démarrer donc sur l'actu football. Donc je le rappelle, là pour le coup, on revient sur les matchs de ce week-end, que ça soit vendredi, samedi et dimanche. On va parler des matchs de ce soir, il y en a quelques-uns. Et on va faire notre petite revue de presse habituelle, peut-être un petit quiz, si on a bien suivi le week-end européen. Et évidemment, si vous avez des sujets en tête, n'hésitez pas à venir en discuter sur le live. On va démarrer directement sur les matchs de ce week-end. On va démarrer avec la Bundesliga. Donc vendredi, le Bayern Munich, je le rappelle, on en a parlé ce matin pour le Bayern concernant la Ligue des Champions, mais on va parler d'eux surtout par rapport à la Bundesliga. Le Bayern jouait vendredi soir contre le Borussia Mönchengladbach. Oui, donc le Bayern s'est imposé 4 buts à 1 avant le match de... c'est demain ou mercredi qui joue le Bayern, je sais même plus. Il y a beaucoup trop de matchs en ce moment. Le Bayern, normalement, ça joue ce mercredi. Le 10. Le 10, c'est demain. Donc le Bayern joue demain contre l'Atalanta. Désolé, j'ai petit bug. Mais oui, le Bayern, ça joue demain. Donc, victoire contre Mönchengladbach ce week-end. Il y a eu un petit turnover, donc Manuel Neuer était bien là. On pensait qu'il était blessé, à voir s'il sera là en Ligue des Champions. Ça sera Urbig pour Vincent Kompany, mais il était bien là ce week-end, donc vendredi soir. On avait Bischoff à gauche, Leimer à droite, Kim Min-jae en défense centrale, Upamecano avec lui évidemment. On peut lancer ce débat évidemment sur Upamecano. On en parlait ce matin. Est-ce que Dayot Upamecano fait partie des 5 meilleurs défenseurs centraux du monde? C'est une bonne question. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans le chat, évidemment.
Au milieu de terrain, on avait Goretzka, Kimmich et l'attaque munichoise avec Luis Diaz à gauche qui a marqué, Jamal Musiala aussi en numéro 10 et Lennart Karl sur le côté droit avec Nicolas Jackson en pointe. On le rappelle, Harry Kane est légèrement blessé en ce moment, il devrait revenir bientôt. Est-ce qu'il sera là cette semaine? Ça sera à suivre. Michael Olise était sur le banc, il n'est pas rentré, à mon avis, c'est histoire de le faire souffler. Côté Motion Gladbach, on avait Franck Honora, le français, qui était bien titulaire. Et après, cette équipe de Gladbach, elle n'est pas incroyable cette saison. Il n'y a pas forcément énormément de joueurs que l'on connaît. Après, je ne sais pas si vous connaissez bien cette équipe. Mais voilà, c'était une défaite pour Gladbach, victoire 4-1. Donc, but de Luis Diaz à la 33e minute, but de Leimer à la 45e, plus 1. Donc, à la mi-temps, déjà, le Bayern mené. 55e, Manuel Neuer sort du coup à la mi-temps. C'est Rubik qui rentre, Reds qui prend un carton rouge côté Gladbach, donc penalty pour le Bayern et Musiala qui vient le marquer et Nicolas Jackson qui marque à la 79e minute. Le Bayern toujours premier de Bundesliga avec 66 points, 11 points d'avance pour le Bayern dans ce championnat allemand. Pour les autres matchs de cette journée de Bundesliga, donc samedi, on avait qu'est-ce qu'on avait que je retrouve mes résultats? Voilà, Wolfsburg qui jouait contre Hambourg, Wolfsburg qui est en difficulté dans ce championnat allemand. On avait le RB Leipzig contre Augsbourg, victoire de Leipzig 2-1. On va peut-être aller checker ce match déjà rapidement. Qui a marqué? Diomandé, la pépite ivoirienne, qui a marqué Yann Diomandé. Voilà, et après c'est Ferloer qui a marqué qui a marqué contre Leipzig. Kevin Schlotterbeck. Ah, Schlotterbeck, il a un frère. Ok. Bref. Yann Diomandé qui marque, qui enchaîne les bonnes prestations. Yann Diomandé avec son équipe de Leipzig. Et après, c'est Arthur Chavez qui a marqué contre son gant pour donner la victoire à Leipzig. Dans cette équipe de Red Bull, on avait bien Nusa titulaire côté gauche, Baumgartner au milieu de terrain, on avait Roma à gauche, Castello, Loukeba, le français, était bien là dans cette défense. Après une équipe plutôt classique côté Leipzig. Sur les autres matchs de cette journée de Bundesliga, donc le samedi on avait Mayence Stuttgart, 2 buts partout entre les deux équipes. Edenheim, Offenheim, victoire 4-2 d'Offenheim. Le Bayern Leverkusen qui va jouer en Ligue des Champions contre Arsenal a fait 3 buts partout avec un but de Kofan, un but de Grimaldo et un but de Terrier pour Leverkusen. Et contre Fribourg du coup c'était Grifo, Suzuki et Ginter. Donc Fribourg, on rappelle qu'il va jouer cette semaine en Ligue Europa contre Genk. Tout simplement l'équipe belge. Au niveau de la compo, donc Martin Terrier est bien titulaire, il a marqué, on le répète, Kofan était là, Ibrahim Maza, l'Algérien, était présent aussi. Qu'est-ce que l'on avait? On avait bien Grimaldo sur le côté. Poku, pas de Lucas Vasquez. Lucas Vasquez qui était sur le flanc, un peu blessé. Il y a pas mal de blessés, on le rappelle. Côté Leverkusen, Ben Sekir, Badé, Patrick Schick aussi. Donc ça, on va voir qui sera là pour ce match de Ligue des Champions contre Arsenal. Mais en tout cas, ça a été un match nul pour les hommes de Kasper Hjulmand. Pour les autres matchs, sur les matchs de samedi, on avait encore Dortmund, Dortmund qui a affronté le FC Cologne. Victoire de Dortmund 2-1 avec un but de Serhou Guirassy, de Maximilien Beyer. Maximilian Beyer, voilà, pardon. Et c'est Kaminski qui est venu réduire l'écart, mais victoire de Dortmund qui a fait toute une mi-temps à 11 contre 10 pour les hommes de Niko Kovac. Et ça a été une nouvelle victoire donc qui reste toujours à 11 points de cette équipe du Bayern Munich. On avait toujours Schlotterbeck en défense centrale, Ben Sebaini, Anton, on avait Ryerson à gauche, Ryerson à droite, Svensson à gauche, Sabitzer, Nmecha au milieu de terrain. Niklas Zule qui revient de blessure était là, Adeyemi et tout, et était là aussi. Et Job Bellingham qui est rentré en toute fin de match. Sur la journée de dimanche, on n'avait que 2 matchs entre St. Pauli et les Francfort, ça a été 0-0. Et l'Union Berlin contre le Werder de Brême, victoire 4-1 pour le Werder. Dans ce classement de Bundesliga, je le rappelle, vous pouvez voir mon écran sur Twitch.
Donc, pour ce classement de Bundesliga, on a toujours le Bayern Munich, premier, on l'a dit, 66 points. Dortmund, 11 points d'écart, donc 55 points. Hoffenheim, troisième sur le podium avec 49 points. Et qu'est-ce que l'on avait on a Stuttgart et le RB Leipzig qui sont ex-aequo avec 47 points. Et Leverkusen qui est sixième avec 44 points. Francfort, il y a pas mal d'écart déjà, ça fait 9 points entre le Bayer Leverkusen, donc pour cette place de... Conférence League, pardon. Donc il y a 9 points et Francfort qui est 7ème avec 35 points. Dans le bas du classement, Heidenheim est 18ème en Bundesliga avec 14 points, Wolfsburg 20 points, 17ème et premier barragiste de Bundesliga, St. Pauli avec 24 points, ex-aequo avec Cologne et Mayence pour ces places de bas de tableau en Bundesliga. Voilà, je sais pas si vous avez des questions sur cette Bundesliga, en tout cas n'hésitez pas à poser des questions, à lancer des sujets si vous souhaitez en discuter. Sinon, on va passer à un autre championnat ce week-end. Un autre championnat ou une autre coupe, on avait de la FA Cup avec vendredi soir Wolverhampton contre Liverpool. Donc sur les matchs de ce week-end, il n'y avait pas de première ligue, c'était vraiment la FA Cup. Ce week-end pour les huitièmes de finale, on le rappelle, donc Wolverhampton s'est imposé, a perdu contre Liverpool, on le rappelle. Les Reds de Arne Slot avaient perdu en semaine contre Wolverhampton en première ligue. Là, en FA Cup, c'est Liverpool qui s'impose avec un but d'Andy Robertson, Mohamed Salah et Curtis Jones. Et c'est Wang In-chan qui vient marquer côté Wolves, mais victoire de Liverpool qui se qualifie en quart de finale de cette Coupe d'Angleterre, évidemment. Avec Van Dijk qui était bien présent en défense centrale. Joe Gomez, pas de Ibrahima Konaté. Nguoma aussi titulaire à gauche à Liverpool. Pas de Hugo Ekitike qui est même pas rentré lors de ce match. Florian Wirtz qui revient de blessure, il me semble, qui est rentré à la 70e minute. Donc voilà, victoire de Liverpool pour cette FA Cup. À mon avis, Wolverhampton a un peu lâché, même s'il y avait plutôt une bonne équipe de Wolverhampton qui essaye de se concentrer pour se sauver en Première Ligue. Arsenal, le leader de Première Ligue, s'est qualifié contre Mansfield 2-1. But de Noni Madueke et de Eberechi Eze. Donc victoire facile, on va dire non, parce que ça a été seulement 2-1 pour les Gunners. Côté Chelsea, il a fallu des penalties pour qu'ils se qualifient. Même pas penalties, des prolongations, pardon. Prolongation pour Chelsea contre cette équipe de Wrexham. Je ne sais pas si je le prononce correctement. Mais voilà, des prolongations, ça n'arrange pas Chelsea. Pour ce match de Ligue des Champions qui aura lieu contre le Paris Saint-Germain, évidemment, ça sera mercredi soir. Mais voilà, donc c'est Smith et Doyle qui ont marqué pour Wrexham. Et après, c'est Okongwu qui a marqué contre son camp pour Chelsea. Et Ache Ampong qui a marqué pour faire match nul 2 buts partout. Et alors, dans ces prolongations, c'est Alejandro Garnacho et Joao Pedro qui ont fait la différence pour les Blues, qui se qualifient eux aussi pour ces quarts de finale de FA Cup. On avait un match quand même de deux équipes de Première Ligue pour cette FA Cup, pour ces huitièmes de finale entre Newcastle et Manchester City. Deux équipes qui jouent en Ligue des Champions, cette semaine, on le rappelle, Newcastle, ça sera contre le FC Barcelone. Je le rappelle, la vidéo sort demain. Si vous voulez voir le replay, c'est dispo directement sur Twitch. Mais sinon, ça sort demain sur YouTube. Newcastle, donc l'équipe des JO qui se présentait avec un 4-2-3-1 plutôt classique, des joueurs qu'on a l'habitude de voir. Pas forcément Osula, titulaire qu'on attendait, mais sinon, c'est une équipe plutôt classique de Newcastle. Côté Manchester City, on avait Trafford dans les cages, Stones, Kouchanov, donc défense centrale de rotation, on va dire. Ake à gauche, Mateus Nunes à droite. Au milieu de terrain, Nico Gonzalez et Aurélie dans ce milieu de terrain. Et après, on avait Savigno à droite, Jérémy Doku qui revient de blessure,
titulaire et Tidjani Reinders derrière l'attaquant avec Omar Marmouche. Qui on avait sur le banc? On avait Bernardo Silva, Rodri, Marc Guehi, Ruben Dias, Ryan Cherki qui est rentré, Ait Nouri et aussi Phil Foden. Donc possiblement des joueurs qui seront titulaires lors de ce match contre le Real de Madrid. En Ligue des Champions, évidemment, mes victoires de Manchester City, 3-1, avec des buts de Savigno, des buts de Marmouche, un doublé de Marmouche et un but de Savigno. Et c'est Barnes qui avait marqué pour l'ouverture du score de Newcastle, mais c'est bien Manchester City qui ira en quart de finale. Qu'est-ce qu'on avait aussi? Donc là, c'est sur la journée de dimanche. Southampton qui bat Fulham. Southampton, on rappelle, qui est en Championship. Victoire 1-0. Port Vale contre Sunderland. C'est Port Vale qui s'est imposé. Là aussi, Sunderland, équipe de Première Ligue, qui se fait sortir. Et Leeds qui remporte son match 3-0 contre Norwich. Normalement, il manque juste un match pour ces huitièmes de finale. Et ça sera West Ham contre Brentford ce soir, pour ceux qui souhaitent suivre la FA Cup. Est-ce que le tableau est déjà prêt ou alors ça sera des tirages au sort? Tour suivant. Non, on aura sûrement des tirages au sort pour cette FA Cup après ou juste avant le match de West Ham ce soir entre West Ham et Brentford. Donc voilà pour ce week-end pour côté football anglais. On avait aussi... Qu'est-ce qu'on va aller? On va rapidement faire la Saudi Pro League. À chaque fois je dis ça, mais on s'attarde dessus quand même pour cette Saudi Pro League. Donc pour ce week-end, le week-end a démarré. Donc on avait les matchs de jeudi avec Damak contre Al Riyad, Al Tawoun contre Al Fateh, victoire de Al Tawoun, Al Hilal 4-0 contre Al Najma avec un doublé de Karim Benzema. Doublé de Karim Benzema, donc victoire de Al Hilal contre Al Najma. Al Khali s'est imposé contre Al Azem. Al Ali contre Al Ittihad. Là aussi intéressant à suivre avec un nouveau but de Ivan Toney, il se régale lui en Arabie Saoudite. Riyad Mahrez aussi qui a marqué et Al Bouraikan qui marque le 3-1 pour Al Ali. Et côté Al Ittihad, c'était Fabinho qui avait marqué sur penalty. Al Nasser s'est imposé contre Neom, l'équipe entraînée par Christophe Galtier. Al Nasser, l'équipe de Cristiano Ronaldo. Et c'est un but du français en défense centrale, Mohamed Simakan, à la 90e plus 5, qui donne la victoire à Al Nasser. Je regardais aussi Al Ittifa contre Al Shabab, un but partout. Al Okhoud contre Al Faya, 5-0 pour Al Faya. Et Al Kholoud contre Al Qadsiya, victoire 4-1 pour Al Qadsiya. Juste pour ce classement de Saudi Pro League. Du coup, normalement, c'est Krikri et son équipe d'Al Nasser qui sont premiers du championnat d'Arabie Saoudite avec 64 points. Al Ali est deuxième avec 62 points et Al Hilal 61 points. Pour ce classement de Saudi Pro League. On passe rapidement, on avait des matchs de Liga aussi. Ce week-end, vendredi, ça a démarré avec le Real Madrid contre le Celta Vigo. On disait le Real qui restait sur deux défaites récemment contre Osasuna et Getafe. Et le Real qui s'est légèrement relancé en Liga. Eux aussi, ils jouent cette semaine en Ligue des Champions contre Manchester City. La compo préparée par Alvaro Arbeloa avec Thibaut Courtois dans les cages, Alexander Arnold à droite, en défense centrale, Raúl Asensio et Rudiger dans cette défense centrale. Ferland Mendy de retour. Je crois que c'est son premier match à Ferland Mendy. Que je dise pas de bêtises, ouais, ça fait des mois et des mois qu'il est blessé, et là il a fait son retour. Il avait joué rapidement en janvier, début janvier, mais sinon il n'avait pas fait grand chose. Et donc Ferland Mendy qui était bien titulaire sur ce match, qui a plutôt une bonne note, 7,5. Donc c'est cool de revoir le français titulaire du côté du Real Madrid. Au milieu de terrain, on avait Fede Valverde à droite, à gauche le jeune Pitarchin qui sort de la... Alors ça s'appelle la Castilla. Chez les jeunes du Real Madrid avec Arda Güler, Aurélien Tchouaméni dans ce milieu central, et enfin en attaque c'était Vinicius Junior, on rappelle Rodrigo blessé, rupture des ligaments croisés, donc c'est Brahim Diaz qui était présent, pas de Kylian Mbappé, toujours blessé, pas mal de blessés dans cette équipe, de blessés ou de suspendus dans cette équipe du Real. Donc seulement 3 changements de la part Arbeloa, Palacios, Gonzalo Garcia et Moran qui sont rentrés et qui donnent la victoire à cette équipe du Real contre le Celta Vigo.
où on retrouvait une équipe, l'équipe classique du Celta, hein, eux aussi qui jouent jeudi en Ligue Europa contre l'Olympique Lyonnais. On parlera de l'Olympique Lyonnais un peu plus tard dans ce live. Mais voilà, Ilaix Moriba au milieu de terrain, Iglesias devant, Jucla, l'ancien du FC Barcelone à droite. Qu'est-ce qu'on peut dire Mingueza aussi, l'ancien Barcelonais en tant que piston gauche. Et voilà, défaite du Celta contre le Real Madrid. Le Real Madrid, on en reparlera juste après pour ce classement de Ligue 1. Osasuna contre Mallorca, 2 buts partout avec 2 cartons rouges enfin un carton rouge pour chaque équipe. Levante contre Gérone, match nul. Match nul entre Levante et Gérone. Juste Gérone, on va aller voir si un de nos Français a été, enfin un des anciens de Ligue 1 a été décisif. Pas du tout, c'est Roca sur une passe décisive de Française qui marque pour Gérone, mais on avait bien Thomas Lemar titulaire. Et c'est tout au final, pas de Unai qui est rentré à la 63e minute. Donc voilà pour ce match entre Levante et Gérone. On va passer le match de l'Atlético Madrid contre la Real Sociedad, 3-2 pour l'Atlético. Atlético aussi, on en a parlé ce matin pour cette vidéo de Ligue des Champions. Donc on avait bien Lookman Sorloth titulaire devant. Le duo d'attaque avec Thiago Almada à gauche. Koke Mendoza au milieu de terrain, Giovanni Simeone à droite. Et en défense, on avait Ruggieri à gauche, Anko Jiménez en défense centrale et Molina à droite avec Oblak dans les cages. Côté Sociedad, là aussi un 4-4-2 présenté par le coach Pellegrino Matarazzo, que je ne connais pas forcément. Et donc on avait Remiro dans les cages, Aramburu à droite, Martin Kaletachar en défense centrale, Gomez à gauche, Marine en tant que milieu droit, Barrenetcha à gauche, et Carlos Soler, l'ancien du Paris Saint-Germain, avec Herrera au milieu de terrain, et Sucic en attaque avec Oskarsson, l'Islandais, Oskarsson, voilà, qui était bien titulaire. On a quand même Julian Alvarez qui est rentré lors de ce match, côté Atlético Madrid à la 53e minute. On a Antoine Griezmann aussi qui est rentré en même temps à la place de Ademola Lookman. Et donc voilà, ça a été une victoire de l'Atlético. Donc Sorloth qui avait ouvert le score très tôt dans le match à la 5e minute. Égalisation aussi très tôt de la part de Carlos Soler. Et en deuxième mi-temps, c'est à la 67e minute que l'Atlético prend l'avantage avec Nico Gonzalez. Oui, c'est bien Nicolas Gonzalez qui marque le 2-1, le 2-2 égalisé avec Oyarzabal qui était rentré à la 56e minute, et enfin c'est doublé de Nicolas Gonzalez à la 81e minute pour donner la victoire à l'Atlético Madrid. On va aller sur ce classement de Liga juste après. Le FC Barcelone aussi qui s'est imposé au Pays Basque contre l'Athletic Bilbao à San Mamés, évidemment. On connaît très bien ce stade. Avec Juan Garcia dans les cages, le FC Barcelone. Eric Garcia à droite en l'absence de Jules Koundé. Koubarsi Martin en défense centrale et Joao Cancelo à gauche. Au milieu de terrain, on avait Dani Olmo, Marc Bernal et Marc Casado. Les trois milieux de terrain, avec Lamine Yamal à droite, Ferran Torres et Marcus Rashford. Hansi Flick qui a pas mal fait tourner juste avant ce match de Ligue des Champions aussi. Pedri qui rentre à la mi-temps, Lewandowski qui rentre à l'heure de jeu avec Rafinha et Firmin, et Ronald Araujo qui rentre à la 78e minute. Côté Athletic Bilbao, Unai Simon évidemment dans les cages, Aymeric Laporte en défense centrale. Alors c'est Boyro qui était latéral gauche. Qu'est-ce qu'on avait aussi Iñaki Williams devant en pointe. Après pas mal de joueurs que je ne connais pas, Béranguer à droite pour cette équipe de Bilbao, mais victoire du FC Barcelone avec un très beau but de Lamine Yamal qui fait glisser donc Boyro sur son but et qui va marquer à la 78e minute sur une passe décisive de Pedri. Donc le Barça est toujours premier de cette Liga, quoi qu'il arrive, vu qu'ils ont remporté leur match. On avait aussi Villarreal contre Elche, victoire de Villarreal 2-1 avec un but de Buchanan et Mourinho. Nos anciens de Ligue 1, que ce soit Nicolas Pepe et Georges Mikotatse, étaient tous les deux titulaires devant, et Pape Gueye au milieu de terrain, comme d'habitude. Donc victoire de Villarreal. Getafe contre le Betis, victoire de Getafe une nouvelle fois, un nouveau très bon match de Getafe. Nouvelle victoire avec un nouveau but de Martin Satriano quand même.
contre une bonne équipe du Betis. Du coup, ça va faire pas mal de changements dans ce classement de Liga. Mais Getafe qui enchaîne après leur victoire contre le Real Madrid le week-end dernier. On avait aussi le FC Séville contre le Rayo Vallecano. Match nul, un but partout entre Séville et le Vallecano. Et enfin, le match de ce dimanche, le dernier match de cette Liga, c'était la victoire de Valence 3-2 contre Alaves. Alaves qui a pris 2 cartons rouges lors de ce match de la part de Guevara et de Pacheco. Voilà. On va aller sur notre classement de Liga, du coup, après ce match. Il me semble qu'il reste un match de cette 27e journée de Liga ce soir entre l'Espagnol Barcelone et Oviedo, évidemment. Donc on aura l'Espagnol qui faisait plutôt une bonne saison au début. Bon là, ça rentre un peu dans le rang, et donc cette équipe d'Oviedo aussi qui joue les places de relégable. On va aller sur notre classement de Liga comme ça, on va faire un petit point. Le FC Barcelone est toujours premier, donc avec 67 points, 4 points d'écart avec le Real Madrid. Le Barça qui reste sur 3 victoires d'affilée quand même. Contre les contre les 3-0, 4-1 contre Villarreal et 1-0 contre l'Athletic Bilbao. Le Real Madrid, deuxième, donc 63 points, on l'a dit. L'Atlético Madrid, 54 points, donc il y a quand même 9 points d'écart entre le Real et l'Atlético, et on dit que le Real fait une mauvaise saison. Donc l'Atlético 3e, Villarreal 4e, mais ex-aequo 2 points, 54 points entre Villarreal et l'Atlético Madrid. Le Betis Séville 5e malgré leur défaite, 43 points. Et le Celta Vigo, malgré leur défaite aussi, 6e, donc toujours dans ses places européennes avec 40 points. Il n'y a que 4 points d'écart avec le Celta Vigo et l'Espagnol Barcelone. Donc on disait après ce match nul, l'Espagnol qui est 7e avec 36 points. En bas du classement de Liga, donc relégable, il y a toujours 3 relégables, c'est un classement à 20 équipes, toujours en Liga, pas comme la Ligue 1 ou la Bundesliga. 20e Oviedo avec 17 points, donc en cas de victoire, quoi qu'il arrive, ils resteront derniers. Et Levante 19e avec 22 points, et Mallorca premier relégable, donc avec 25 points à 1 point d'écart avec Elche dans ce bas du classement de Liga. La Ligue 1, on en parlera un peu plus tard. On aura aussi notre émission Farmer Streak, l'émission où l'on débriefe chaque journée de Ligue 1. Ça n'aura peut-être pas lieu demain, plutôt mercredi, on verra. Il faut encore que je m'organise pour cette émission de Ligue 1. Mais on avait de la Ligue 2, on va aller rapidement sur cette journée de Ligue 2. On rappelle, il y a un match ce soir entre Dunkerque et Reims. Mais sur cette Ligue 2, donc ça a démarré vendredi soir avec Rodez contre Grenoble. Victoire de Rodez, 1-0. Match nul de Bastia contre Pau, 2 buts partout. Victoire de Montpellier, 3-0 contre Nancy. Laval et Guingamp se sont séparés sur un match nul, 2 buts partout. Et Boulogne Amiens, victoire 4-2 de Boulogne qui se donne de l'air dans cette relégation. Et donc pour cette journée du vendredi soir. Le samedi, on avait 3 contre Clermont, victoire de 3, 2-1. Et Le Mans contre Annecy, victoire de Le Mans à domicile. Et enfin, Saint-Etienne a battu le Red Star 2-0. On rappelle, il y aura du coup, on a dit quoi, Dunkerque-Reims ce soir. Donc, je crois que c'est sur beIN1, la Ligue 2. C'est pour ceux qui suivent. Mais qu'est-ce que l'on aura ? Oui, dans ce classement de Ligue 2, donc 3 est repassé premier avec cette victoire. Il reste sur 3 victoires d'affilée. Cette équipe de 3, donc 51 points pour les stacks. Saint-Etienne est deuxième avec 49 points. Il reste sur 5 victoires d'affilée, 5 victoires sur 5 derniers matchs. Pour Saint-Etienne, en tout cas 49 points depuis l'arrivée de Philippe Montagnier, c'est très bon. Troisième, Le Mans avec 44 points. Et quatrième, Reims 42 points. Cinquième, le Red Star 41 points. Ça commence à pêcher pour le Red Star, qui avait fait une très très bonne, un très très bon début de saison en tout cas. Mais bon, ils peuvent toujours arriver sur ce podium de Ligue 2. Rien n'est fini pour le Red Star. Sixième, Rodez avec 40 points. En bas du classement, Bastia est toujours dernier, 19 points. 18e. Et Laval 17e, 20 points. 20
20 points pour Laval, et donc premier relégable, un barragiste, c'est Amiens, 16e avec 23 points, mais il n'y a que 4 points d'écart entre Amiens et Bastia, et il y a 4 points d'écart entre Amiens et le premier non relégable, donc 15e, Nancy avec 27 points. Je ne sais pas si tout est clair, dites-moi dans le chat, si tout est bon, si tout vous convient, et n'hésitez pas aussi à lancer vos sujets, je le rappelle, on est là pour discuter tous ensemble, je ne suis pas là pour faire un monologue pendant 2 heures, mais bon, en tout cas, si vous souhaitez en parler avec nous, n'hésitez pas à venir discuter sur le chat, les amis. Donc voilà pour cette Ligue 2. On avait aussi de la Serie A, évidemment, de la Serie A ce week-end, qui a démarré vendredi avec le Napoli contre le Torino. Mais on a aussi un match ce soir entre la Lazio et Sassuolo. Donc sur ces résultats de ce week-end en Serie A, donc le Napoli a battu le Torino 2-1, un but d'Alisson Santos et de Elmas, deux joueurs que je connais très peu du côté de Naples, mais Antonio Conte qui arrive à faire sortir des talents. Vous le voyez sur Twitch, la composition: Milinkovic-Savic dans les cages, Juan Jesus, Buongiorno et Oliveira dans la défense à 3, Spinazzola à gauche, Politano à droite, Elmas, Gilmour au milieu de terrain, Alisson donc qui était là en attaque avec Rasmus Højlund et Vergara, c'est Alisson qui a marqué. Côté Torino, il y a toujours le fils Simeone qui est titulaire du côté du Torino, qui n'a pas fait un grand match là pour le coup. Et après, Duvan Zapata, le Colombien aussi, qui était titulaire. Avec cette équipe de Naples, on a eu quand même des retours de blessures avec Franck Zambo-Anguissa qui rentrait à la mi-temps, Kevin De Bruyne qui rentrait à la 79e minute, et Romelu Lukaku, on sait qu'il n'est pas forcément utilisé. Lui, ça fait un moment qu'il est revenu de blessure, mais il n'est pas forcément utilisé par Antonio Conte à la 84e minute, donc pour remplacer Rasmus Højlund, Romelu Lukaku. Mais il y a toujours quelques blessés, David Neres, Di Lorenzo, Lobotka, Scott McTominay et Ramani côté Napoli. Pour continuer sur cette 28e journée de Serie A, comme s'est imposé 2-1 contre Cagliari grâce à des buts de Baturina et du français Lucas D'Acunha. Maxence Cacré n'était pas titulaire cette fois-ci lors de ce match. Maxence Cacré qui est resté sur le banc, mais c'est tout de même une victoire de com. L'Atalanta, on en a parlé ce matin aussi, 2 buts partout contre l'Udinese. L'Atalanta qui joue contre le Bayern Munich, c'est ce soir normalement pour l'Atalanta, que je dise pas de bêtises, tac, tac, hop. Est-ce que je suis efficace? Oui, c'est ce soir, demain soir, pardon, évidemment, la Ligue des Champions. Problème dans le temps, mais ouais, demain soir, l'Atalanta contre le Bayern Munich, donc 2 buts partout contre l'Udinese avec un doublé de Scamacca pour la DA. La Juventus de Turin qui s'est imposée 4-0 contre Pise, avec un but de Cambiasso, un but de Thuram, un but de Kenan Yildiz et de Jérémy Boga, l'ancien niçois. Kefren Turam aussi, ancien niçois, mais victoire plutôt logique en Pise, c'est une équipe qui risque de faire l'ascenseur cette saison en Serie A. Quand même la compo de Luciano Spalletti avec le 3-4-2-1, avec Perrine dans les cages, Gatti, Bremer, Kaloulou en défense centrale, à gauche Cambiasso, à droite McKinney en tant que piston, Kefren Turam, Locatelli, milieu plutôt habituel de cette équipe de la Juve, avec Kenan Yildiz en attaquant gauche, Jonathan David seul en pointe et Fabio Conceição à droite. Voilà, et après on a Jérémy Boga qui est rentré à la mi-temps avec Kelly. Qu'est-ce qu'on a aussi? Coupe Miners qui est rentré avec Miretti à la 77e minute et Philippe Kostic à la 82e. Donc voilà, victoire de la Juve, 4-0, plutôt logique. En plus, c'était à domicile. Lecce contre Cremonese, 2-1 pour Lecce. La Fiorentina qui a fait match nul 0-0. Donc la Fiorentina, vraiment une équipe pas fou cette année, mais qui joue tout de même en Conference League cette semaine. Bologne contre les Hellas Vérone, victoire de l'Hellas Vérone, donc on verra pour le classement si ça a bougé pour Vérone, qui est dernier du championnat, et le Genoa qui a battu l'AS Roma, le Genoa entraîné par Daniele De Rossi qui a joué un mauvais tour à son ancien club de la Roma.
Donc victoire du Genoa, ouverture du score 52e minute sur penalty de Junior Messias. C'est Evan Ndika qui est venu égaliser 3 minutes plus tard. Donc un but partout entre les deux équipes. Et après 2-1, but de Vitinha, l'ancien Marseillais, hein, pas le joueur du Paris Saint-Germain évidemment, l'ancien Marseillais, qui est venu marquer à la 80e minute pour donner la victoire au Genoa. Manu Koné était bien titulaire dans cette équipe de la Roma. Pas de Paulo Dybala, pas de Dovbyk, pas de Ferguson, pas de Hermoso, pas de Soulé et de Wesley côté Roma, hein, qui soit suspendu ou blessé pour l'équipe romaine. Voilà, donc victoire, hein, du Genoa et de Daniele De Rossi dans cette série A. On continue, on avait enfin le derby della Madonnina entre l'AC Milan et l'Inter Milan. C'était hier soir, hein, donc à San Siro, hein. C'était plutôt AC Milan, côté AC Milan. Hier soir, donc victoire des Rossoneri contre l'Inter. Avec ce 3-5-2, hein, qu'on connaît de Massimiliano Allegri, avec Mike Maignan dans les cages, Pavlovic, De Winter, Tomori dans la défense à 3, Estupinan à gauche, à droite Salmakers, le Belge, et au milieu de terrain, là c'est du classique, hein, et c'est vraiment très très solide ce milieu de terrain. Du Milan AC, on sait que c'est pas très beau à voir, mais on sait que ça va donner des résultats avec Adrien Rabiot, Luka Modric et Wesley Youssouf Fofana, à chaque fois je confonds entre Wesley et Youssouf, c'est Youssouf Fofana, le milieu de terrain, avec Raphaël Leao et Christian Pulisic devant. Côté Inter Milan, on avait Yann Sommer dans les cages, défense à 3 aussi, avec Bisek, Akanji, Bastoni. Piston gauche, Federico Di Marco. Piston droit, Luis Enrique, l'ancien Marseillais. Barella Zenski, Mkhitaryan au milieu de terrain. Et Pio Esposito avec Anjuan Boni en attaque. Voilà. Côté AC Milan, Füllkrug, Ricci et Nkunku sont rentrés en cours de match, alors que côté Inter, c'est Sucic, l'autre Sucic, Denzel Dumfries qui revient petit à petit de blessure, Carlos Augusto, Fratesi et Andy Diouf qui sont rentrés pour l'Inter Milan. Pas de Marcus Thuram qui était blessé, Lautaro Martinez qui était sur le banc mais qui est resté sur le banc, Hakan Çalhanoğlu aussi. Donc voilà, bizarrement, Christian Kivu s'est passé de quelques joueurs. Victoire, hein, de l'AC Milan sur un but, hein, de Estupinan à la 35e minute. Et après, en deuxième mi-temps, il ne s'est pas passé énormément de choses, à part pas mal de cartons jaunes, hein. Mais en tout cas, sur ce classement de Serie A, est-ce que ça a rebattu les cartes ou non? On va aller voir ça tout de suite. L'Inter Milan est toujours premier avec 67 points. Toujours 7 points d'écart entre l'Inter et le Milan AC. Le Milan AC deuxième avec 60 points, qui reste sur 3 victoires en 5 matchs, et 2 victoires d'affilée surtout. Naples qui est troisième avec 56 points, comme quatrième. Ils étaient dans cette place de sixième toute la saison. Là, ça y est, ils commencent à tirer les places européennes. 3 victoires d'affilée pour l'équipe de Cesc Fabregas. Donc 51 points. Ex aequo, cinquième avec la Roma 51 points aussi, et donc la Juventus de Turin 6ème, hein, on verra peut-être la Juventus de Turin en Conference League la saison prochaine. L'Atalanta est 7ème, hein, au bord des places européennes avec 46 points, et l'équipe qui fait sensation en ce moment en Serie A, c'est Sassuolo. On a un ou deux articles quand même sur Sassuolo, il me semble. Est-ce que je vais la trouver? Pas du tout, pas du tout. Voilà, c'est un article sur Nemanja Matic. C'est ce que ça vous intéresse? Dites-le moi dans le chat, sinon on le passera. Mais en tout cas, on reste sur cette Serie A, donc Sassuolo qui est remonté en Serie A, donc qui est 9ème avec 9ème avec 38 points et 3 victoires d'affilée, 4 victoires sur les 5 derniers matchs aussi. Et en bas du classement, donc Pise bien dernier, hein, avec 15 points. 19ème, l'Hellas Vérone avec 18 points, qui remonte, et Cremonese 18 points. 18ème avec 24 points, à 1 point de la Fiorentina 17ème. Voilà. Voilà pour ce classement de Serie A.
Et donc, on peut continuer sur les autres championnats qu'il y avait ce week-end. Il y avait de la Liga portugaise, évidemment, hein, vendredi soir. Donc, on se fait juste le petit tour de la Liga portugaise avec la victoire de Famalicão contre Arouca, 1-0. Moreirense contre Nacional, 1 but partout. Alverca contre AFS. Alors, je sais pas exactement ce que c'est AFS hein, dans cette équipe, dans ce championnat portugais. Je vais juste aller checker, comme ça je vous dis pas de bêtises. AFS Portugal. Portugal, c'est AVS Football. Qu'est-ce que c'est ça? AFS Villa das Aves. Ok, c'est le club de foot de Villa das Aves. Ok. Pour ceux qui connaissent le Portugal, moi j'avoue que je connais pas forcément. Mais bref. Donc, match nul 0-0 euh, dans cette Liga contre Alverca contre AFS. Le Sporting qui a fait match nul contre Braga, 2 buts partout. Estoril contre Casapia, 0-0. Estrela contre Gil Vicente, 2 buts partout. Benfica Porto, quand même, on avait ce choc entre les deux équipes. Et donc, c'est un match nul, 2 buts partout, on l'a dit. Et Santa Clara contre Guimarães, victoire 2-0 de Santa Clara. Juste sur ce choc entre Benfica et Porto, on rappelle José Mourinho contre j'oublie, Francesco Farelli, voilà, le coach italien du FC Porto. Ça a été 2 buts partout. Je cherche. Pas de Thiago Silva titulaire, pas de Terem Moffi aussi côté Porto, pas de Seko Fofana qui sont... Alors ils sont tous rentrés sauf Thiago Silva, je suis en train de regarder. Voilà. Hein. Voilà. Après, sur le déroulé de ce match, ça a été donc Porto qui menait 2 buts à 0. Hein, un but de Frold à la 10e minute et Piutu Seski qui avait marqué à la 40e minute. Mais c'est Schlederup à la 20e qui réduit l'écart pour Benfica. Et après, c'est Barreiro qui égalise à la 88e minute, 2 buts partout, et José Mourinho qui s'est fait expulser lors de ce match pour le Special One. On continue donc pour ce classement de Liga portugaise, on va checker ça rapidement. Le FC Porto est toujours premier, 66 points. Le Sporting deuxième avec 62 points. Et qu'est-ce que l'on a Le Benfica troisième avec 59 points. Donc il y a 7 points d'écart entre Porto et Benfica. Braga quatrième pour cette place de Conference League, 46 points. Donc 10 et 3, 13 points d'écart entre Braga et Benfica. Et en bas du classement, AFS donc dernier. Tondela 17e et Rio Ave barragiste 16e. Voilà pour cette Liga portugaise. De quoi on n'a pas parlé? On n'a pas parlé de Ligue 1. Donc la première ligue, on le rappelle, il n'y en avait pas. La Bundesliga, on en a parlé. La FA Cup, on en a parlé. Saudi Pro League aussi. La Liga, on l'a faite. Il me manque un championnat et je suis en train d'oublier. Oui, la Super League turque, voilà. Donc, qui a lieu en ce moment. Hein. On a un match de Eyüp Sport contre Kocaelispor. Bon, deux équipes qu'on ne suit pas forcément. C'est plutôt nos équipes de haut de tableau qu'on suit en Turquie habituellement. Donc, on avait Başakşehir contre Göztepe, victoire de Başakşehir 2 buts à 1. Galatasaray contre Beşiktaş, on en a parlé ce matin, victoire de Galatasaray 1 but à 0. Rizespor et Antalyaspor, victoire de Rizespor. Gaziantep contre Karagümrük, 1 but partout. Konyaspor contre Kasimbasa, 1 but partout. Et Fenerbahçe s'est imposé 3 buts à 1 contre Samsunspor. Sur Fenerbahçe, on va juste checker nos anciens de Ligue 1. Est-ce qu'ils ont pu donner la victoire? Et évidemment, Matteo Guendouzi, hein, voilà, qui marque le but du 1 but partout pour Fenerbahçe. Et on a Sidiki Cherif qui marque à la 90e plus 5 pour donner la victoire sur une passe décisive de Marco Asensio, lui aussi ancien du Paris Saint-Germain. Pour Fenerbahçe, donc Asensio qui était titulaire, Guendouzi qui était titulaire, Sidiki Cherif titulaire, N'Golo Kanté titulaire aussi. Donc pas mal d'anciens de Ligue 1 qui jouent dans ce championnat turc évidemment. Pour le classement de cette Super League, Galatasaray toujours premier, 61 points, Fenerbahçe deuxième, 57 points, et Trabzonspor troisième avec 51 points, et Beşiktaş 46 points, quatrième pour le championnat portugais. Tac. Donc,
on passe. On avait aussi la MLS avec, il me semble, c'était la 3e journée de MLS. C'est plutôt mal foutu, hein, le classement MLS par rapport à ça. Donc ce week-end, on avait New York City contre Orlando City, victoire de New York 5-0. Juste pour revenir sur ce club d'Orlando City, on parlait de possiblement l'arrivée de Antoine Griezmann. Ça a été annoncé, Antoine Griezmann ne rejoindra pas Orlando City en cours de saison en Europe, hein. Il va finir la saison avec l'Atlético Madrid et il viendra peut-être pour lors de cette trêve, lors de la trêve de l'intersaison. Donc cet été, possiblement Antoine Griezmann du côté des États-Unis, mais pas en cours de saison. Victoire de l'Inter Miami, 2-1. On va aller voir qui a marqué. Donc c'est Rodrigo De Paul et Lionel Messi qui ont donné la victoire aux Floridiens, évidemment, de l'Inter Miami. Évidemment, Lionel Messi toujours aussi efficace, hein, ça ne bouge pas. Philadelphia Union contre San Jose, victoire de San Jose. 0-0 entre Columbus Crew et Chicago Fire. Charlotte et Austin, victoire de Charlotte 3-1. Atlanta contre Real Salt Lake, donc victoire de Real Salt Lake 3-2. Saint-Louis contre Seattle Sounders, victoire du Sounders 1-0. San Diego contre le Sporting Kansas City, victoire de San Diego. Nashville contre Minnesota, victoire de Nashville 3-1. Colorado Rapids contre Los Angeles Galaxy, victoire 4-1. Los Angeles Galaxy, une nouvelle fois, hein, ça risque d'être une saison compliquée pour les Californiens. Vancouver Whitecaps contre Portland Timbers, hein. Vancouver, on le rappelle, l'équipe de Thomas Müller. Et alors, est-ce qu'il a été une nouvelle fois décisif, Thomas Müller? Non, je sais même pas, est-ce qu'il était bien titulaire déjà? Thomas Müller n'était pas titulaire lors de ce match. Il est... je sais même pas si... Non, il est toujours au club, hein, mais on sait que ça tourne beaucoup pour les Européens, hein, qui doivent s'adapter à ce championnat américain. Donc, victoire de Vancouver. Los Angeles FC est contre Dallas. Victoire 1-0 de Los Angeles avec toujours Hugo Lloris dans les cages. Denis Bonga à gauche, hein, l'ancien de Saint-Etienne, et Hugminson titulaire devant. Voilà, donc victoire de Los Angeles. Et après, on avait quoi? Montréal qui s'est imposé contre les New York Red Bulls 3-0. Et Cincinnati contre Toronto, victoire 1-0 de Toronto. Pour le classement, on va juste aller checker les grosses équipes. Donc dans la conférence Ouest, San Diego, Vancouver et San Jose sont toujours invaincus. Et le Los Angeles FC. Et dans la conférence Est, New York City et Nashville dominent le classement avec 7 points et l'Inter Miami 3e avec 6 points. Voilà, hein, pour ceux qui suivent la MLS, hein, si ça vous intéresse, on en reparlera un peu plus. Donc je cherchais, on a parlé de Liga Portugaise, Super League, MLS, tout ça. Et donc il nous reste juste la Ligue 1. Est-ce que j'oublie quelque chose, moi? Non, il nous reste juste la Ligue 1 et ce week-end. On va en parler rapidement de la Ligue 1, évidemment, on fera le point avec l'émission Farmer Streak, mais on va faire notre petite revue de presse autour de ces matchs de Ligue 1. Alors, la Ligue 1, ça a commencé dès vendredi avec le gros match, hein, entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco. Et c'est une défaite du Paris Saint-Germain. On sait que sur les matchs de barrage de Ligue des Champions, entre les deux équipes, Monaco a bien tenu cette équipe du Paris Saint-Germain. On disait aussi que Monaco, ça revenait bien en ce moment. Et donc ça a été une victoire, hein, des Monégasques, en plus au Parc des Princes, hein, pour cette équipe de l'AS Monaco. Vous voyez les compos juste là pour ceux qui sont sur Twitch. Mais Sébastien Pocognoli, hein, qui commence à trouver son 11. Là aussi du côté Paris Saint-Germain, Luis Enrique a fait tourner un Zabarni titulaire. Une nouvelle fois, je ne l'ai pas trouvé très rassurant ce Ilya Zabarni en défense centrale. Dro Fernandez qui était titulaire au milieu de terrain. Zahir Emery, hein, qui a fait un mauvais match, hein, c'est lui sur le premier but, hein, qui rend le ballon à Monaco. Et après l'attaque parisienne avec Désiré Doué, Bradley Barcola et Vicha Kvaratskhelia. Ousmane Dembélé rentre à la 60e minute, donc il devrait être disponible contre Chelsea. Le ballon d'or, on le rappelle. Denis Zakaria côté AS Monaco qui était dans cette défense centrale avec Wout Faes et Thilo Kehrer.
Et au milieu de terrain, on avait Bamba, Camara, Koulibaly, Vanderson en tant que piston, Caio Henrique à gauche, et l'attaque c'était Balogun à Kliouche. Golovin est rentré lors de ce match à la 54e minute, il a marqué, Alexander Golovin. Mika Birac qui rentre mais qui n'a pas marqué. Simon Digra qui a marqué, qui rentre à la 81e minute aussi. Donc victoire logique de Monaco. Honnêtement, il dominait. C'est Marnes Akiliouche qui vient marquer. Très beau but de Akiliouche avec une passe décisive de Folarin Balogun. En deuxième mi-temps, juste après son entrée, Golovin, le russe, qui vient marquer. Pour le 2-0 pour l'AS Monaco. Bradley Barcola à la 71e minute vient réduire l'écart sur une passe décisive de Achraf Hakimi. Et enfin, c'est Folarin Balogun à la 73e qui redonne 2 buts d'avance à cette équipe de Monaco. Et c'est Monaco qui s'impose contre le Paris Saint-Germain 3-1. On ne va pas aller plus en détail, les stats, tout ça, on les verra un peu plus tard. Je l'ai dit dans l'émission Farmer Streak. Lors de ce week-end, on avait aussi Angers contre Nantes pour les matchs de samedi. Victoire de Angers, 1-0. 0-0 entre Auxerre et Strasbourg. L'Olympique de Marseille qui s'est imposé contre Toulouse. Après la défaite en Coupe de France, l'Olympique de Marseille qui s'est fait éliminer de Coupe de France par Toulouse au pénalty, on le rappelle, l'histoire avec Balerdi, tout ça. Marseille qui va s'imposer au Stadium avec ce 3-4-1-2 de la part de Abibay avec Rouli dans les cages. Balerdi qui était bien titulaire. Après tout ce qui s'est passé, il était titulaire aux côtés de Benjamin Pavard et Facundo Medina. Timothy Weah en tant que piston avec Peshao aussi. Kondogbia, Højbjerg et Timber au milieu de terrain. Et enfin Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang dans ce 3-4-1-2 de la part de Abibay. Amin Gouiri rentre à la 66e minute pour remplacer Mason Greenwood, Toshuku Nadi à la place de Geoffrey Kondogbia, Vermeuren à la place de Quinten Timber et Emerson pour assurer le score et rentrer à la place de Pierre-Emerick Aubameyang. Voilà, Toulouse qui n'a pas réussi à s'imposer en Ligue 1, ça a été bon en Coupe de France, ça n'a pas été bon en Ligue 1, et qui n'est pas sur franchement une bonne dynamique, cette équipe de Toulouse. Après, ils ont encore de la marge, évidemment. On le rappelle, Toulouse affrontera le RC Lens lors des demi-finales de Coupe de France, et ça sera le RC Strasbourg contre l'OGC Nice. L'OGC Nice, évidemment, on va en parler juste après. Je suis en train de regarder sur ce que j'avais prévu sur la revue de presse, mais on est plutôt bon. On est plutôt bon en tout cas. Donc, on disait, oui, Marseille qui s'impose et qui reprend sa place sur le podium après cette victoire contre Toulouse. Le RC Lens qui s'est imposé 3-0 contre le FC Metz. Abdoulhamid Tovin Haïdara qui vient de donner la victoire au RC Lens, qui n'est plus qu'à 1 point du Paris Saint-Germain, qui refait son retard dans ce haut du classement de Ligue 1. Donc, top semaine pour le RC Lens qui se qualifie lors de cette Coupe de France, qui s'est fait peur, on le rappelle, contre l'Olympique Lyonnais, mais qui vient se qualifier au penalty et qui gagne 3-0 contre le FC Metz. Nice contre Rennes. Donc je le répète une nouvelle fois, désolé pour la conférence de presse de Claude Puel contre le Stade Rennais. Juste avant le Stade Rennais, j'ai eu quelques bugs de caméra. Ça n'arrivera pas pour les prochaines fois. Mais bon, ça a annoncé en fait le match que l'on allait voir entre Nice et le Stade Rennais. Et c'est Rennes qui a totalement dominé. Victoire 4-0 pour le retour de Francaise. À Nice, en tout cas l'Alliance Riviera avec un but de Le Paul, Zimanski, un pénalty manqué de la part d'Esteban Le Paul, mais arrêté par Yevan Diouf. Il y a eu un but refusé de chaque côté, de Morgan Sanson et de Moussa Altamari, et enfin c'est Ludovic Blas qui vient marquer en deuxième mi-temps, la 74e minute, sur une passe décisive de Mbolo, et c'est Nordan Mukiele qui vient marquer le 4-0. Match imbuvable de la part de l'OGC Nice. C'était vraiment, vraiment horrible. Vraiment pas l'impression de voir une équipe de Ligue 1 jouer sur le terrain. Ça a été plutôt catastrophique. Malgré les changements de Claude Puel, il ne s'est rien passé. Et ça a été un naufrage
pour cette équipe de Nice, contre une équipe de Rennes, hein, qui a totalement dominé son sujet. Donc alors, est-ce que à Nice c'était le problème était avec Francaise ou était avec les joueurs? On vous laisse répondre. Évidemment, on se pensait qu'avec Claude Puel ça allait changer, qu'il allait plus avoir la main sur son groupe, qu'il allait redresser cette équipe. Il y a eu des matchs intéressants, mais bon, c'est une seule victoire pour Claude Puel depuis son retour en Ligue 1. Voilà, ça risque d'être compliqué, hein. Nice qui n'a plus que 5 points d'écart avec Auxerre en tant que premier relégable. On fera un point sur le classement juste après. Lille, ça a été un match nul contre Lorient. Lorient qui pêche un peu, hein, qui reste sur 3 matchs nuls, il me semble, en Ligue 1, qui a perdu ce quart de finale contre l'OGC Nice en Coupe de France. Mais voilà, ça reste milieu de tableau pour Lorient. But de Fernandez Parto côté lillois, but de Avom, un très très beau but, hein, de Avom. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vous invite à aller le voir contre le LOSC, sur un coup franc repoussé, hein, cette espèce de tir casquette, et c'était un très beau but. Victoire de Brest contre le Havre, 2-0 avec un nouveau but de Ludovic Cayork. 2-0 pour donc Brest, but de Ayork à la 71e minute, et Romain Del Castillo qui avait marqué juste avant la fin de la première mi-temps. Et enfin, sur ce match, hop là, et enfin sur ce match, sur cette journée, 25e journée de Ligue 1, c'est Lyon et le Paris FC qui ont fait match nul. Le Paris FC qui avait ouvert le score à la 73e minute, qui dominait son match. On disait que Lyon n'avait pas forcément énormément de rotation. Il y avait pas mal de joueurs pas mal de cadres de cette équipe sur le banc, que ça soit Corentin Tolisso, Hendrick, Yaremchuk aussi. Physiquement, ça commence à pêcher pour l'Olympique Lyonnais après ce match contre le RC Lens. Et on le rappelle, ils jouent jeudi, hein, les Lyonnais contre le Paris FC. Donc Paris FC, l'équipe entraînée par Antoine Comboré, ça a été plutôt pas mal, c'était un très bon match. Dommage à la fin, ce petit penalty, donc c'est une main dans la surface de Alemani Gori, qui est checké par la VAR, et c'est Corentin Tolisso qui prend ses responsabilités, le capitaine lyonnais. Lui-même l'a dit, hein, il n'a pas fait une très grosse entrée, hein, parce qu'il était totalement cuit, il n'a pas démarré sur le terrain, parce que déjà à la base, il sentait que physiquement c'était dur, mais il a quand même il a quand même pris ses responsabilités, le capitaine lyonnais, et il vient marquer ce penalty en toute fin de match pour aller gratter ce match nul. Les Parisiens l'ont pris comme une défaite, hein, alors qu'ils ont, on va pas dire dominé tout le match, mais ils avaient fait le match qu'il fallait pour prendre les 3 points, sur un nouveau but de Marshall Mounetsi, hein, qui reste sur 3 buts en 3 matchs pour Marshall Mounetsi. Le joueur passé par le Stade de Reims, il me semble, à l'époque, et qui était du côté de Wolverhampton cette saison, qui est arrivé en cours de mercato hivernal, et qui fait énormément de bien à cette équipe du Paris FC, entraînée par Antoine Comboré. Le joueur à retenir de ce match, pour ceux qui ont vu le match, hein, c'est Rudy Matondo, 17 ans. Alors c'est dur, hein, cette note de 6, parce qu'il a fait un très très bon match. Et du coup, on va aller sur notre petit article de cette revue de presse concernant la prestation de Rudy Matondo avec le PFC. Juste avant, je prends un petit coup d'eau, hein, parce que enchaîner pour parler, ça va être compliqué sinon. Petit coup d'eau et j'arrive tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur la prestation de Rudy Matondo hier soir contre l'Olympique Lyonnais? Donc c'est un article de Arnaud Herman, hein. Auteur d'une performance XXL avec le Paris FC contre l'OL, Rudy Matondo est déjà bluffant à 17 ans. Il a pratiquement fait un match parfait. Le milieu de terrain de 17 ans, Rudy Matondo, a livré un grand match avec le Paris FC à Lyon ce dimanche lors de la 25e journée de Ligue 1. À l'origine du but de son équipe, il a affiché des qualités techniques et athlétiques impressionnantes. Le prix payé, 17,5 millions, bonus compris, par le Paris FC à Auxerre pour engager Rudy Matondo, à la surprise générale dans les ultimes heures du dernier mercato d'hiver, a pu surprendre pour un joueur de 17 ans. Chez les agents et autres recruteurs qui avaient depuis plusieurs mois un œil sur le jeune homme, la somme n'a pas été jugée excessive. Certes, peut-être un peu majorée en raison de ce que certains appellent la taxe PFC liée à l'identité de son propriétaire, la famille Arnaud.
La GIA, où il a signé son premier contrat pro l'été dernier après avoir fait ses débuts en Ligue 1 quelques mois auparavant, a vite compris qu'elle ne pourrait pas le conserver bien longtemps. Apparu 16 fois sur les 20 premières journées de Ligue 1, cette saison pour 6 titularisations avec Auxerre avant de rejoindre Paris cet hiver, le gamin de Grigny-Essonne a vite pris ses marques dans la capitale. Dimanche, sur la pelouse du Groupama Stadium, le natif d'Evry Courcouronnes, aligné dans le milieu à 3, a démontré en l'espace de 87 minutes sur le terrain pourquoi il valait une telle somme et pourquoi les plus grands clubs européens le suivaient. Matondo est un milieu qui peut répéter les efforts à haute intensité tout un match ou presque, même si dimanche, ces derniers efforts lui ont logiquement coûté ce qui a poussé l'entraîneur parisien Antoine Cambaré à le remplacer par Vincent Marchetti. Il n'a laissé aucun répit au Lyonnais. Celui qui fêtera ses 18 ans dans 4 jours a affiché des qualités de pressing et d'impact dans les duels assez impressionnantes. Il n'a laissé aucun répit au Lyonnais et il possède aussi cette faculté à se montrer disponible pour ses partenaires en étant toujours en mouvement et à jouer sous pression à la relance. J'ai envie de mettre en avant la performance collective de l'équipe, à commenter Camboiré. Après, quand vous avez un collectif fort comme en deuxième période, vous voyez des individualités sortir du lot comme Rudy Matondo, comme le petit Noah Sangui qui a été intéressant, la performance des défenseurs centraux dont Mousse qui a été donc Mustapha Mbo qui a été monstrueux et Mounetsi qui a marqué son troisième but d'affilée. C'est vrai que Rudy, on en parle parce qu'il est jeune ce soir, il a pratiquement fait le match parfait tant sur le plan défensif que dans sa capacité à ressortir les ballons proprement. Il a montré qu'il pouvait faire une grande performance, on attend de lui qu'il répète ce genre de match. Il est aussi à l'origine du but de Mounetsi avec une lourde frappe repoussée par Dominique Greff dans les pieds du Zimbabwéen. Pardon. Après sa prestation XXL devant l'OL, Matondo pourrait bien gagner en temps de jeu d'ici la fin de saison. Ce n'était pas forcément le plan quand il est arrivé, mais comment? Et comme depuis le début de sa carrière, il démontre que tout peut aller très vite avec lui. Donc voilà sur la prestation de Rudy Matondo contre l'Olympique lyonnais. J'avais un autre article aussi sur ce match, et surtout sur l'Olympique lyonnais. Donc c'est un article de Hugo Guillaumet. Avant d'affronter le Celta Vigo en Ligue Europa et à un moment crucial de la saison, Lyon n'avance plus. Sauvé par un pénalty miraculeux de Corentin Tolisso face au PFC, les Lyonnais ont perdu leur troisième place et n'ont plus aucune marge. Éliminés de la Coupe de France, ils joueront gros jeudi à Vigo en Ligue Europa, mais en ont-ils les moyens en ce moment? Remonter de 0-2 à 2-2 au bout du temps additionnel pour rien, jeudi en Coupe de France contre Lens, ce n'est pas pour vivre la désillusion. Des tirs au but, les Lyonnais sont revenus de 0-1 à 1-1 pour pas grand-chose dimanche face au Paris FC. Après 2 défaites de rang en Ligue 1, ce nul les laisse figer au classement et leur coûte leur troisième place, reprise par l'Olympique de Marseille. L'Olymp- la période est cruelle après avoir compté 8 points d'avance sur le club phocéen à 10 minutes de la fin de l'Olympico. L'OL n'en a plus aucun ce lundi et se retrouve à la merci du retour tonitruant de Rennes. Après 13 victoires de rang au bout de l'année, les certitudes lyonnaises se sont éparpillées dans la tempête des 2 dernières semaines au fil des blessures, des absents qui ne reviennent jamais et des prestations poussives de joueurs sur les rotules. La défaite à Strasbourg devait être un accident, elle a finalement été le point de départ d'un étiolement et il n'en faudrait pas beaucoup plus pour que cette équipe parte en lambeaux. Elle tient encore debout grâce à un souffle de vie, celui qui lui a permis d'égaliser sur un penalty de Corentin Tolisso, obtenu de manière assez miraculeuse par le gamin Adil Hamdani sur un centre sur la main d'Alimani Gori. Mais quand sera-t-il jeudi sur la pelouse du Celta Vigo en huitième de finale, aller de la Ligue Europa contre une formation autrement outillée et plus ambitieuse que le Paris FC? Les Lyonnais n'auront récupéré personne d'ici là et devront pourtant s'enlever de la bouche un goût amer et tenace en train de s'installer au fil des contre-performances. Celui de sentir leur saison, très belle jusque-là, leur filer entre les doigts au pire moment quand tout se met à compter double. La rentrée catastrophique d'Hendrick. Dimanche, ils ont sauvé les meubles, mais la maison a encore pris l'eau. Les Parisiens, devant au score grâce à un but de Marshall Mounetsi, peuvent regretter de ne pas avoir plié le match, car la désorganisation lyonnaise leur a offert des boulevards mal exploités et Dominique Greff a empêché le Zimbabwéen désolé, j'arrive pas à le prononcer. A empêché le Zimbabwéen de réussir un doublé d'une parade énorme avant d'être sauvé par sa barre sur la même action.
Privé de 4 joueurs offensifs majeurs, Sulch, Morera, Fofana, Nuama, Paulo Fonseca a joué le jeu des absents jusqu'au bout en préservant Hendrik, Roman, Yaremchuk et Corentin Tolisso au coup d'envoi. L'attaque Karabech, Humbert, Abner n'avait pas fière allure malgré les efforts du jeune avant-centre de 18 ans et cela n'était évidemment pas suffisant pour contourner le bloc bas du PFC concocté par Anton Camboré et éviter la purge. Après l'heure de jeu, l'attaquant prêté par le Real Madrid et l'Ukrainien sont entrés pour faire la différence, mais leur présence a davantage profité aux adversaires qui ont joué des déséquilibres tout en gérant facilement deux attaquants maladroits. Concernant Hendrik, le manque d'intelligence s'est ajouté à la maladresse. Le numéro 9 déjà à l'envers contre Lens a fait une entrée catastrophique, jouant seul et arrosant les tribunes, d'où sont descendus de copieux sifflets. L'OL n'a ainsi plus eu aucune occasion dans la dernière demi-heure, si ce n'est une frappe de Loris Verde sur Kevin Trapp, et le penalty obtenu par Hamdani, 17 ans, est tombé du ciel. Il faut rester positif, a dit Paulo Fonseca, qui semblait presque soulagé de ne pas avoir perdu. C'est tout ce qu'il reste aux Lyonnais en ce moment, contraint de s'accrocher aux branches en attendant que l'orage passe. C'est vrai que l'Olympique Lyonnais, moi je commençais à rentrer dans le train après ces 13 victoires d'affilée de l'Olympique Lyonnais, je me disais que ça, enfin je me dis toujours que ça peut le faire hein, pour ces places européennes, cette place de Ligue des Champions la saison prochaine pour l'Olympique Lyonnais. Ça va être compliqué, il va falloir que Malik Fofana revienne rapidement, Ernest Nuama aussi, ça devrait revenir dans pas si longtemps. Et après Pavel Sulch et Afonso Moreira, c'est à voir, mais... mais c'est vrai que l'Olympique Lyonnais, là, ça commence à être compliqué. Hein. Ça fait 3 matchs à peu près que c'est compliqué physiquement. Mais bon, ils ont la qualité pour finir dans ces places européennes. Juste à voir si physiquement ça peut tenir. On l'a dit, un joueur comme Corentin Tolisso, c'est lui, hein, il a dit hein, en interview d'après-match, que c'est lui qui avait une discussion avec Paulo Fonseca pour concernant sa titularisation parce que ça commence à tirer pour lui et on sait qu'il est sujet à de nombreuses blessures. Il a été sujet à de nombreuses blessures, Corentin Tolisso. Et voilà, si Hendrik aussi, hein, on disait qu'il avait carte blanche hein, de la part de l'Olympique Lyonnais et de la part de Fonseca, il va falloir qu'il soit titulaire souvent et qu'il fasse de meilleurs matchs tout de même que sa rentrée hier soir. Tanner Tessman aussi, hein, ça commence à être moins bon. Hein, il avait fait plutôt... Moi, il fait une saison plutôt bonne, hein, même s'il a des hauts et des bas. Là, récemment, c'est vraiment pas mal de bas pour l'Américain Tanner Tessman. Mais heureusement qu'ils ont toujours Dominique Greff, même s'il repousse ce tir sur Marshall Monetti, il fait encore un très bon match. On le redit, il fait l'arrêt sur Monetti en fin de match. Hein. La défense Nyakate Mata, ça tient aussi. Bon, Hans Atteber, voilà, hein, toujours pas d'avis vraiment clair sur ce joueur. Mais voilà, la Ligue Europa, déjà, il y aura peut-être 1 ou 2 matchs en moins vu qu'ils se sont fait éliminer de Coupe de France. Mais il reste encore la Ligue Europa pour l'Olympique Lyonnais. Et bon, il reste 9 matchs, il me semble, pour cette fin de saison. Il va falloir que ça tienne. Hein, c'était dit dans l'article, mais Rennes commence à se rapprocher. On va faire un point sur le classement de Ligue 1 du coup, et après on va parler un peu de la suite sur cette revue de presse en tout cas. Déjà, donc sur le classement de Ligue 1, le PSG toujours premier, 57 points. Défaite contre l'AS Monaco, victoire de Lens. Du coup, 3-0 contre Metz, donc Lens est plus qu'à 1 point du Paris Saint-Germain. Hein. On revient à cette situation entre les deux équipes où c'est assez serré. Donc Paris Saint-Germain 57 points, le RC Lens 56 points, Marseille 10 points d'écart avec le RC Lens, mais 3ème hein, qui récupère sa place. Alors ils sont 3ème à ex-aequo de points avec l'Olympique Lyonnais, c'est que les buts, hein, différence de buts qui les séparent pour ces deux équipes. Et le Stade Rennais, oui, 5ème avec 43 points, donc 3 points d'écart avec l'Olympique Lyonnais. 6ème, le LOSC, hein, 41 points, qui est toujours dans ses places européennes, mais qui voit Monaco revenir petit à petit. Monaco 7ème avec 40 points, hein, donc un seul point d'écart. Ils sont sur 4 victoires d'affilée. L'AS Monaco, plutôt pas mal. Et Strasbourg 8ème, ex-aequo avec Brest 9ème, 36 points. Donc il y a toujours 5 points d'écart entre les places européennes et Strasbourg. Dans le bas du classement, Metz, donc dernier, 4 défaites d'affilée, 18ème avec seulement 13 points, 17ème le FC Nantes hein, qui a perdu, on le rappelle, contre Angers, donc avec 17 points, et 16ème barragiste de Ligue 1, Auxerre, qui a fait match nul ce week-end, donc 19 points, et 15ème, toujours le GC Nice, 24 points, donc seulement 5 points d'écart avec Auxerre.
pour l'OGC Nice. On va en parler de cette équipe de Nice après le match contre Rennes. On le disait, hein, c'était un match absolument horrible de la part des Niçois. Et donc voilà, un article de Antoine Maumont de Longévial, un journaliste L'équipe. Après la gifle reçue à domicile face à Rennes, le capitaine de Nice, Dante, accuse beaucoup de gens, sont fautifs. Hein, déclaration de Dante. Après la claque donnée à domicile par le Rennes de Francaise, Dante, le capitaine de Nice, a rappelé la gravité de la situation de son club. Plus que jamais en danger dans la lutte pour le maintien, sans oublier d'égratigner certaines personnes qu'il n'a pas nommées. On le rappelle aussi, alors les supporters ne sont pas descendus sur le terrain, mais sont allés discuter avec les leaders de cette équipe à la fin du match. Hein. Ils étaient en bas des tribunes pour parler avec Dante qui est allé les voir. Hein. À mon avis, c'était pour surplaindre. Pas mal de sifflets lors de ce match. Hein. Je le répète, hein, s'il y en a qui souhaitent aller voir même le résumé, hein, le résumé long de cette équipe de Nice, de ce match de Nice, c'est plutôt catastrophique. Hein. Vraiment, ça a été dangereux. Et le match de ce week-end, le match de cette semaine, pardon, contre Lorient aussi, c'était assez horrible, même s'ils passent au penalty les Niçois. À voir Dante se diriger vers le COP niçois pour écouter les remontrances de l'un de ses leaders, on s'est dit qu'il était loin le temps où le gym se qualifiait pour les demi-finales de la Coupe de France sur la pelouse de Lorient. C'était pourtant mercredi soir, 4 jours plus tôt, il n'en a pas fallu plus pour replonger le club azuréen dans une crise qui ne disait plus son nom depuis les changements survenus fin décembre à sa direction puis sur son banc. Nice jouait mieux, perdait moins, arrivait à passer les tours en Coupe de France. Nice allait mieux, finalement, pas du tout. Ce match face à Rennes a rappelé que plus de 2 mois après le départ de Francaise, le gym n'a remporté qu'un match face à une équipe de Ligue 1. C'était contre Nantes 4-1 le 25 janvier, et donc celui qu'il fallait gagner pour se donner de l'air sur la zone de relégation. En coupe, Nice est passé soit en écartant des clubs de Ligue 2, Saint-Etienne et Montpellier, soit en s'imposant en tir au but. En championnat, le bilan est de 7 points sur les 9 dernières journées. Le compte n'y est pas, et l'OGC Nice reste plus que jamais sous la menace d'Auxerre, l'actuel barragiste à 5 longueurs qui paraissent bien peu. Dimanche, les Aiglons sont certes tombés sur une équipe bretonne en confiance, mais cette défaite était sans bavure. Les deux buts encaissés en fin de match, 74e et 90e plus 2, auraient pu tomber bien plus tôt. Après avoir tué le suspense ou presque après 20 minutes, en marquant par Esteban Le Paul et Sébastien Zimanski. Rennes a eu 2 fois le ballon du troisième but en première période, quand Arnaud Nordin a glissé après une passe en retrait aux petits oignons de Djoumaba dans les pieds de Moussa Altamari. On rappelle Djoumaba, un défenseur de Nice. Hein. Puis lorsque Le Paul a manqué un penalty et qu'Altamari a cru le rattraper, mais était entré dans l'arc de cercle à l'entrée de surface trop tôt. Donc voilà, hein, petite incompréhension aussi sur le but refusé de la part de Altamari. Nice n'y était pas, Ba a été dans la lignée de ce qu'il montre depuis son arrivée. L'été dernier, Hicham Boudaoui a traversé le match, enfin, sa mi-temps comme une ombre. On ne jugera pas sur cette rencontre du choix de Claude Puel d'avoir préféré Yvan Diouf à Maxime Juppé. Là aussi, incompréhensible hein, ce que fait Claude Puel entre les gardiens, Maxime Juppé qui semblait titulaire en Ligue 1, Yvan Diouf en coupe. Finalement, Yvan Diouf est de retour dans le 11 comme ça. Pas trop compris le choix de Claude Puel, même si je préfère voir Yvan Diouf que Maxime Juppé dans les buts niçois. Euh, Celui d'essayer Sofiane Diop en pointe n'a pas été concluant avec l'absence de Eli Wahi, ni celui d'avoir tenté Mohamed Ali Chaud dans la même position lors de la fin du premier acte. L'entrée de Kevin Carlos à la pause en remplacement de Chaud blessé a confirmé qu'il n'était pas inutile de tenter de trouver un substitut à l'Espagnol. Là aussi, hein, Kevin Carlos, vraiment... Sacré recrue cet été, hein, Kevin Carlos. Les supporters ont terminé l'après-midi en chambrant leur équipe. Il a donc fallu que Dante aille s'expliquer avec eux une fois le match terminé. Le capitaine a aussi dû passer en zone mixte. Claude Puel avait déjà dit que tout le monde était touché, que personne n'avait envie de lâcher et que cette défaite avait fait mal. Dante a été plus saignant, tirant à balles réelles. Le capitaine a d'abord pointé en filigrane le comportement de certains partenaires. C'est vrai qu'il y a certains joueurs à l'OGC Nice hein, qui jouent, on va dire, que pour leur gueule. Sans citer de nom évidemment, je suis plutôt du côté de l'attaque. Hein, n'hésitez pas à donner les noms si vous pensez à quelqu'un.
Mais en tout cas, la déclaration de Nantais est celle-ci. Avec les supporters, on s'est dit la vérité par rapport à la situation, a-t-il indiqué. Nous sommes dans une mission importante. Dans ce type de mission, il faut avoir de l'orgueil, un peu plus d'agressivité et même du courage. C'est un groupe qui sent la charge de tous ces résultats négatifs, qui est moins confiant. On se dit qu'on va aller à la guerre ensemble. Il nous reste 9 batailles et on ne va pas lâcher. Il faut se dire, ma vie aujourd'hui, elle appartient au football. Il y a de moi un peu plus, peu importe comment seront mes genoux. S'il faut qu'ils pètent, ils pèteront. Le Brésilien a aussi évoqué ceux qui ont quitté le bateau de leur plein gré ou non. Cette saison, c'est compliqué, a-t-il ajouté, il faut qu'on prenne nos responsabilités maintenant. Mais il y a beaucoup de gens qui sont fautifs là-dedans, des gens fautifs qui sont encore là, d'autres qui sont partis, d'autres qui sont loin. Ceux qui souffrent, c'est nous, c'est nos supporters. Cette mission-là nous appartient pour corriger beaucoup de choses qui ont été mal faites. À qui Dante pensait-il, sachant que les seuls à avoir quitté le club ces derniers mois sont Francaise, Fabrice Boquet, Terem Moffi et Jérémy Boguin. Et que la seule recrue de cet été, de cet hiver, pardon, a été Eli Wahi, alors qu'il y avait un peu plus de secteur quand même à renforcer dans cette équipe de l'OGC Nice. Le futur retraité pense surtout à sauver son club, conscient que le pari est loin d'être gagné. Euh, Donc voilà, hein, pour l'OGC Nice, honnêtement, la situation est critique, hein, il ne faut pas sous-estimer, enfin, il ne faut pas nier maintenant que Nice est... bon, je voulais pas forcément y croire, mais il faut pas nier que Nice, cette année, est en très très grand danger pour la Ligue 2. On avait l'impression que ça avançait pas en dessous. Il y a quand même 5 points, il n'y a aucune équipe entre les deux. Va falloir quand même se poser des vraies questions concernant le GC Nice et la Ligue 2 du coup. Donc voilà pour cette journée de Ligue 1, on va aller sur l'équipe type de cette journée. Euh, donc pas mal de monégasques déjà dans cette équipe type de Ligue 1 évidemment avec l'équipe. C'est l'AS Monaco et cette victoire sur le Paris Saint-Germain. Philippe Cohn dans les cages, on disait récemment que Philippe Cohn il faisait de très très bons matchs du côté de l'AS Monaco. Bon il y a quelques défauts sur la relance au pied mais il fait de très bons matchs en ce moment. Sébastien Pocognoni du coup l'entraîneur de l'AS Monaco ça y est, il a appris de ses leçons avec ses 2 matchs contre Monaco, contre le Paris Saint-Germain. Il y a eu alors, il était là de la victoire sur la première contre au Parc des, non, au Louis II. Il me semble il était bien là. Sébastien Pocognoli. Sur les 2 matchs de coupe de barrage de Ligue des Champions, ça a été une défaite et un match nul. Et là, du coup, c'est une victoire. Donc, Sébastien Pocognoli, on disait qu'il commence à trouver ses marques dans cette équipe de l'AS Monaco, avec ce club, ses joueurs et tout. Et lui aussi, il commence à rentrer dans ce moule. Sur la défense de cette équipe type de la 25e journée de Ligue 1, on a le latéral Camara, donc c'est plutôt un milieu de terrain de base hein, du Paris FC qui est bien présent. Thilo Kehrer qui a fait un bon match lui aussi, qui est en difficulté cette saison, qui fait 2-3 prestations plutôt pas mal. Quand même Thilo Kehrer, accompagné de Dias, le défenseur brestois. Mathieu Udol, une nouvelle fois, toujours présent dans cette équipe type de Ligue 1. Hein. Mathieu Udol, hein, on sait ce qu'il apporte en ce moment, des passes décisives, et qui fait des très bons matchs. Hein. On le rappelle, lui qui revient d'un parcours du combattant quand il jouait du côté du FC Metz. Adrien Thomasson, meilleur passeur de Ligue 1, hein, on le rappelle, hein, donc Adrien Thomasson, lui aussi qui enchaîne avec son équipe du RC Lens. Et on va directement sur l'attaque. Avec Florian Thauvin aussi, après son match en Coupe de France contre l'Olympique Lyonnais, là, il enchaîne une nouvelle très très bonne prestation contre le FC Metz pour ce revenant. Lui aussi, hein, Florian Thauvin, qui est, après son départ de l'Olympique de Marseille, ça a été très compliqué. Donc voilà, la discussion, hein, toujours ouverte pour Mathieu Hudol et Florian Thauvin en équipe de France. Sur le milieu de terrain, on revient, donc on avait Valentin Rongier, très très bon match de la part de Valentin Rongier contre l'OGC Nice. Sbailly, le milieu de terrain du SCO d'Angers, aussi qui est présent. Folarin Balogun, très bon match contre le Paris Saint-Germain. On l'a dit, hein, même s'il a quelques tendances à... comment dire, à physiquement... pas physiquement... devant le but, il a quelques maladresses devant le but, mais physiquement, il est là, il fait bouger les défenseurs, il fait pas mal d'efforts, il cavale beaucoup, hein, Folarin Balogun. Donc voilà, on avait eu ce débat en tout doux début de saison, est-ce que pour l'AS Monaco, il faut arrêter pour Folarin Balogun?
Ça y est, il commence à démontrer l'étendue de son talent dans cette équipe monégasque avec Sébastien Pocognoli. Et enfin, Igor Pechao aussi, qui a fait un très bon match contre Toulouse et qui avait fait un bon match déjà contre l'Olympico et ça, contre l'Olympique Lyonnais. Et sa rentrée, il avait fait une passe décisive et un but. Voilà pour l'équipe type de cette 25e journée de Ligue 1. On va aller sur l'équipe type des Français à l'étranger. Donc voilà, les Français qui ont performé à l'étranger. Donc le gardien Gallon, donc gardien de Dender, Gallon, donc Gauthier Gallon, hein. Donc il va maintenir Dender, le club belge, en Jupiler League, donc la D1 belge, hein. Et lui, il est gardien de cette équipe. On a Mohamed Simakan, du coup, qui a marqué avec Al Nasser en fin de match pour donner la victoire à son équipe. Lui qui est tout le temps titulaire, hein, Mohamed Simakan. Dommage qu'il soit parti du côté de la Saudi Pro League parce que euh, s'il était encore dans un club européen ou en Ligue 1, c'est un très très bon défenseur, l'ancien joueur du RC Strasbourg et de Leipzig, Mohamed Simakan. En défense, Castello Luqueba, lui, défenseur de Leipzig, lui aussi très bon match avec son équipe. Oh là là, merci à Lisa Marie pour le cœur avec les doigts. Petit cadeau sur TikTok, merci beaucoup, hein. On ne t'avait pas vu aujourd'hui encore. Réveil un peu tardif, mais merci à Lisa Marie d'être présente sur le live. Le défenseur droit Krama, bien titulaire à droite, donc Tristan Krama. Il alterne entre l'axe et le couloir droit cette saison avec Millwall. Euh, En charnière, il a dégagé une belle impression. Ok, ok. Donc il a fait une passe décisive avec Millwall et donné la victoire pour son équipe. Une victoire importante pour Millwall pour monter en première ligue. Au milieu de terrain, donc Lucas Dacunia, on le disait, qui a fait un très bon match avec Com contre Cagliari. Youssouf Fofana qui a marqué avec son équipe du Milan AC et qui donne la victoire dans le derby de la Madonnina. Sidiki Cherif aussi qui donne la victoire à Fenerbahçe. Dans contre avec son équipe de Fenerbahçe dans cette Super League, donc ce championnat turc. Karim Benzema qui a mis un doublé. Et enfin, donc on a le joueur Kadil du Servette, hein, en Suisse. Où est-ce qu'il est, Kadil? Parce que je connais pas ces joueurs, hein, vraiment. Là, j'en apprends tous les jours. Donc Junior Kadil. Après moins d'une minute de jeu face au FC Zurich, le numéro 10 du Servette a déjà mis les siens devant avec un joli tir brossé du droit. Donc il a marqué avec son équipe du Servette et donné la victoire. Il a multiplié les différences et les centres pour ponctuer son gros match. L'ailier de 23 ans est allé de son doublé en décochant une très belle enveloppée. Donc il a mis un doublé contre le FC Zurich. 3 points cruciaux pour le maintien du Servette en D1 Suisse. Et enfin, Omenji, donc c'est le joueur que je connais pas du tout non plus, et qui est Oukas Mendy. Alors, arrivé à l'Universitate à Cluj, après avoir été laissé libre par la Louvière, donc Cluj, hein, je sais même plus où c'est, je crois que c'est en Croatie, Cluj. Aucune idée. Lors du dernier mercato, Oukas Mendy réalise des débuts pleins avec son nouveau club, surprenant troisième du championnat roumain. Donc c'est pas la Croatie, c'est la Roumanie, pardon. L'ancien Martegal, déjà auteur de 2 buts en 5 matchs, a de nouveau régalé avec un but et une passe décisive, cette fois-ci face à Bucarest, pas Bucarest, je sais plus ce que c'est, je crois que c'est Sofia, FCSB. D'abord bien placé dans les 6 mètres sur un service de l'ancien socialien Issouf Makalou. Il lui a rendu l'appareil à l'heure de jeu, intenable sur son côté gauche et habile dans la conservation. Le grand frère du Niçois, Antoine Mendy, d'accord, c'est le grand frère de Antoine Mendy, hein, l'attaquant de Montpellier pour ceux qui suivent la Ligue 2, aurait même pu signer un doublé, mais le gardien adverse est brillamment interposé. Donc voilà, Oukas Mendy dans l'équipe type des Français. L'équipe type des Français. Voilà pour cette équipe. Donc on va continuer sur notre revue de presse. Quelle heure il est? Il est 15h30, donc il nous reste une petite demi-heure. Sur quoi on voulait aller? Sur quoi on voulait aller? Parce qu'on a fini avec tous nos résultats du week-end, hein, on a fait le tour. On le rappelle, on a des matchs ce soir, on en a parlé aussi. Euh, Là, on n'a pas forcément d'actualité.
Peut-être sur la Ligue des Champions. Je regarde hein, s'il y a des actions un peu plus intéressantes que ce que j'avais sélectionné. Sélectionné, pardon. Alors, on a un article de l'équipe de la part de Mathias Archambault. Donc ce matin, hein, pour ceux qui n'étaient pas présents en live, on a parlé de la Ligue des Champions. Je le répète, la vidéo sort demain, normalement juste avant ces matchs de Ligue des Champions, hein, dans la matinée. Comme ça, vous aurez le temps de la regarder. Arsenal est favori pour la victoire finale en Ligue des Champions selon Opta. Le PSG 7ème. Alors que les huitièmes de finale de Ligue des Champions vont débuter ce mardi, Opta a désigné ses nouvelles prédictions après avoir hérité d'un tirage au sort assez favorable. Arsenal est favori à la succession du PSG. Et si Arsenal remportait enfin sa première Ligue des Champions, selon Opta et son outil de prédiction, les Gunners sont les grands favoris avec 26,66% de chances de soulever la coupe aux grandes oreilles. Leader de première ligue, le club londonien entamera sa phase aller pour un huitième de finale face au Bayer Leverkusen 11 et 17 mars. Pardon. Solide depuis le début de la compétition, l'équipe emmenée par William Saliba aborde ces matchs couperés sans avoir jamais été menée. Lors de 62% de ces rencontres, Arsenal a même fait la course en tête au score durant la phase de ligue. En cas de qualification face au club allemand, Mikel Arteta et ses joueurs retrouveraient le vainqueur du duel entre le Sporting et Bodo Glimt avant une potentielle demi-finale face à Barcelone. Newcastle, Atlético de Madrid ou Tottenham, selon Opta, l'autre grand favori est le Bayern Munich, 16,37%, qui affrontera l'Atalanta en huitième de finale mardi à 21h. Paris derrière Chelsea, mais devant le Real Madrid tenant du titre, le PSG opposé à Chelsea n'apparaît que septième dans les prédictions avec 4,32% de chances de soulever le trophée le 30 mai. À Budapest, un champion sortant assez loin de Liverpool 11,36%, Manchester City 11,05% ou encore Barcelone 9,67%. Adversaire des Parisiens au prochain tour, Chelsea apparaît comme un vainqueur plus crédible selon Opta. Les Blues de Liam Rosenior disposent ainsi de 6,37% de chances de remporter une nouvelle Ligue des Champions. Donc, sur ce classement, hein, il reste 16 équipes. 8 matchs, 16 équipes, logique. Donc, on a Arsenal favori avec le plus de chances de remporter cette Ligue des Champions. Le Bayern deuxième, Liverpool troisième. Donc, City, Barcelone et Chelsea ont plus de chances que le Paris Saint-Germain de remporter cette Ligue des Champions. Huitième, Newcastle. Huitième Newcastle, assez étonnant quand même, devant le Sporting, devant l'Atlético Madrid, devant le Real Madrid, quand même 1,9% de chance. Et même Tottenham a plus de chances que gagner que Bodo Glimt, Atalanta, Bayer Leverkusen et Galatasaray. Honnêtement, je suis pas forcément d'accord avec Opta, mais bon, c'est vraiment un truc de statistique. Là, pour le coup, il n'y a pas forcément d'options de visuel. Malgré ses 15 titres en C1, le Real Madrid se retrouve assez bas dans les projections d'Opta. Les Merengues 11e au classement des favoris ne disposent que de 1,93% de chances de l'emporter. Derrière plusieurs équipes comme Newcastle, le Sporting Portugal ou encore l'Atlético Madrid. Enfin, 5 équipes ne dépassent pas la barre des 1%, Tottenham, Bodo Glimt, Atalanta, le Bayer Leverkusen et Galatasaray. Donc voilà, dites-moi vos pronostics pour cette Ligue des Champions, je le répète, dans le chat ou sur la prochaine vidéo qui va sortir évidemment, on aura le temps d'en rediscuter. Mais en tout cas, voilà, on a donné nos favoris. Et à la limite, si vous voulez pas attendre, n'hésitez pas à aller voir la rediffusion sur Twitch. Euh, Donc Alisson, le gardien de Liverpool, devrait être absent contre Galatasaray. Là, on a une info aussi. Et Carreras, forfait contre Manchester City, le latéral gauche du Real Madrid. Donc possiblement Ferland Mendy, titulaire, ou Fran Garcia. Qu'est-ce que l'on a? Il est quelle heure? 15h35, donc on a encore le temps. Est-ce qu'on peut trouver deux infos? Euh, hum, 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 hum. Est-ce qu'on va déjà sur notre petit quiz? Comme ça, c'est pas mal. On va sur notre quiz, après on essaiera de trouver d'autres articles. Après, s'il y a des gens qui arrivent sur le live, n'hésitez pas à vous manifester sur le live et qu'on puisse discuter de certains sujets. Mais sinon, on va faire notre quiz pour savoir si on a bien suivi le week-end de football européen. On se rappelle la semaine dernière, plutôt une mauvaise note, j'étais plutôt catastrophique, j'en suis encore désolé. Mais
Mais là, c'est possible de faire mieux. Vendredi soir, le Paris Saint-Germain s'est incliné 1-3 face à Monaco au Parc des Princes. À quand remonter la dernière victoire monégasque à Paris en Ligue 1 2019. Pas du tout, 2021. Monaco, alors entraîné par Niko Kovac, était venu s'imposer 2-0 au Parc des Princes grâce à des buts de Sofiane Diop et Guillermo Maripane. Donc première erreur lors de ce quiz. À seulement 19 ans, Yann Diomande a inscrit un nouveau but avec le RB Leipzig face à Augsbourg ce samedi. Combien de fois a-t-il fait trembler les filets de Bundesliga cette saison? Je crois qu'il est à 9, hein. Il est à 11. Âgé seulement de 19 ans, l'attaquant ivoirien se fait remarquer en Allemagne et est même le meilleur buteur du RB Leipzig cette saison à égalité avec Christophe Baumgartner. Donc un but seulement d'écart pour ce joueur. On en a parlé tout à l'heure, hein. Arsenal s'est imposé 2-1 à FA Cup et s'est qualifié ce samedi pour le prochain tour. Contre quelle équipe de 3ème division la formation de Mikel Arteta a-t-elle remporté ce match? Contre Mansfield Town. Après avoir éliminé Burnley au tour précédent, Mansfield n'a pas réussi l'exploit face à Arsenal en s'inclinant finalement 2-1. Un club de MLS faisait les yeux doux à Antoine Griezmann, mais ce week-end, le directeur du football de l'Atlético a confirmé que le joueur français allait rester à Madrid. De quel club s'agit-il? Orlando City. Le joueur qui aura 35 ans le 21 mars finira bien la saison à l'Atlético de Madrid. En perdant face à Angers samedi en Ligue 1, à domicile en Ligue 1, Nantes pointe à la 17ème place du championnat en 25 journées. Combien de matchs les Canaries ont-ils perdu? Ah ah. Donc on est à la 25e journée, les Canaries ont perdu 17 matchs. 16 matchs. 1 point, 1, une défaite près. Avec seulement 17 points, la formation nantaise est à 2 points du barragiste Auxerre 16e. Quel ancien attaquant du Real Madrid a manqué un penalty ce dimanche contre l'AEK Athènes, leader du championnat grec? Luka Jovic. Passé par le Real de 2019 à 2022, pas une grande réussite, hein. L'attaquant serbe évolue actuellement à l'AEK Athènes, et a marqué 16 buts en 29 matchs, toutes compétitions confondues. On n'est pas sur un grand quiz aujourd'hui, hein. En grande réussite avec Schalke 04 depuis son arrivée cet hiver, Edin Dzeko a de nouveau marqué ce dimanche face à Belfield. En 7 matchs, combien de buts a-t-il désormais inscrit en 2ème division allemande? Je crois qu'il a 8, hein. Et non, 5. À 39 ans, 40 le 17 mars, Edin Dzeko continue d'être décisif avec Schalke en Bundesliga et totalise 5 buts en 7 matchs. Schalke est le leader du championnat et espère toujours remonter en Bundesliga à l'issue de la saison. Face à Sunderland, le club de Porto Vale, pensionnaire de la 3ème division anglaise, s'est qualifié pour les quarts de finale de la FA Cup, une première depuis. Et qu'est-ce que j'en sais, moi? 72 ans. Oh là là, le hasard. La dernière fois que Port Vale a atteint ce stade de la compétition, nous étions en 1954. À l'époque, ni la Ligue des Champions ni le Ballon d'Or n'avaient encore vu le jour et Port Vale ne jouait même pas en première division anglaise. Ben c'est top, ça me fait du bien de le savoir en tout cas. Sans parler de sa victoire face à Toulouse, 1-0 samedi, que s'est-il déroulé ce week-end qui concerne l'OM? Roberto De Zerbi était présent dans les tribunes à Toulouse, alors ça serait drôle. L'OM a fêté son 129e anniversaire. 5 de ses anciens joueurs ont marqué au moins un but ce week-end. Dès la réponse D. Ça serait drôle. André-Pierre Gignac avec les Tigresses, André Ayou avec Breda, Jonathan Rowe avec Bologne et Vitinha avec le Genoa et Florent Thauvin avec Lens ont marqué. J'aurais dû répondre ça, hein, je suis vraiment un idiot. Il me reste 2 questions pour au moins avoir la moyenne, les amis. Est-ce que je vais pouvoir le faire? Contre quelle ancienne gloire de l'OM José Mourinho s'est-il emporté après Benfica Porto 2-2 dimanche? Lucho González, adjoint de Francesco Ferroli sur le banc du FC Porto. Lucho González a été expulsé comme Mourinho après une fin de match houleuse. Lucho González m'a traité de traître, pas une fois mais 20, 30, 50 fois. Traître envers qui? Quand il est parti à Marseille, était-il un traître? Oh, il aurait pu m'insulter autrement, a lâché le coach de Benfica après la partie. 4 sur 10. Pas ouf. Pas ouf, comme le renard, hein, juste en dessous dans les commentaires, 4 sur 10 et tout à pif. Tout au pif, mon ami. Donc voilà pour ce quiz, hein, pas énorme. Ce week-end. Après, c'est des questions assez dures, j'ai trouvé, hein. Mais peut-être qu'on va rester sur notre revue de presse. Sur quoi on peut aller? Peut-être Rémi Rio sur John Textor.
Ça, c'est des bons articles de fin de live, en tout cas. Rémi Rioux sur John Textor, ancien président de l'OL. Il nous a dit: bougez-vous les fesses parce que vous êtes nuls. Dans un entretien à SoFoot, Rémi Rioux, le gardien du Paris FC, passé par l'OL, raconte le moment où John Textor, actionnaire du club depuis 2022 et président du club de mai 2023 à juin 2025, est sorti de ses gonds pour passer un savon au vestiaire au moment du licenciement de Peter Bosz. Rémi Rioux, 38 ans et troisième gardien du Paris FC, a accordé un entretien à SoFoot alors que son équipe défiait l'OL. Dimanche, formé à l'Olympique Lyonnais, il y a signé un premier contrat sans jouer de 2005 à 2007, avant de partir jouant dans plusieurs clubs du championnat de France, Auxerre, Toulouse, Nantes et Caen. Et dans deux clubs étrangers, un Turc Alanyaspor et un Belge Charleroi. Puis il est revenu dans son club formateur en 2022 jusqu'en 2024. Ryu raconte à SoFoot un moment de colère de John Textor, devenu actionnaire de l'OL en 2022. Il y a cette réunion où il nous a dit clairement: c'est moi le boss, c'est moi qui vous paye, donc vous fermez votre gueule. Le contexte, c'est quand Peter Bosz s'est fait licencier en octobre 2022, on était en crise, il nous a pris, et il nous a demandé en gros: bougez-vous les fesses parce que vous êtes nuls. Il nous a fait tout un speech sur son parcours traduit par quelqu'un à côté en, en flirtant un peu, en filtrant un peu. Oui, John Textor m'a gâché mon retour parce que c'était prévu que je prolonge, sauf qu'en virant Jean-Michel Aulas en mai 2023, il a retardé l'échéance et personne n'avait le pouvoir de signature. Ça retardait, le championnat commence, je joue de nouveau sur les premiers matchs. Malheureusement, je fais une erreur et ça m'a condamné. En fin de contrat en juin 2024, Ryu est parti dès janvier au Paris FC après avoir prolongé ce contrat avec le club parisien jusqu'en juin. Donc voilà, pas forcément intéressant cet article. On savait que John Textor n'était pas le président le plus malin de sa génération. Et si Brest se mêlait à la lutte pour les places européennes? Alors ça peut être pas mal. Alors, on ne va rien s'interdire. Porté par sa meilleure série de la saison, le Stade brestois s'installe dans la première partie de tableau et pourrait se mêler à la course à l'Europe. Alors, autant vous dire, je n'y crois pas une seule seconde, mais on peut lire ce qui est dit. Un article de Franck Ledorz. Vainqueur du Havre dimanche, le Stade brestois a poussé sa série d'invincibilité à 6 rencontres. 4 victoires, 2 nuls, actant son maintien et lui donnant des idées d'aller voir plus haut. Si le mot Europe est encore un peu tabou, le défi d'y retourner comme la saison dernière n'apparaît pas impossible. La force de l'habitude nous fait parfois passer à côté des choses les plus élémentaires, oublier les performances qui s'inscrivent dans la durée. Il y a un an et quelques jours, le Stade brestois quittait la Ligue des Champions en play-off. 0-3 et 0-7 face au Paris Saint-Germain. Pouvant laisser penser à certains que ce club était désormais taillé pour la première partie du tableau, eh bien non, avec toujours l'un des plus petits budgets de Ligue 1, 35 millions, chaque saison est un défi. D'abord celui d'assurer le maintien avec ce troisième succès d'affilée face au Havre. Dimanche, une sixième rencontre sans défaite, 4 victoires, 2 nuls, un but encaissé sur les 5 derniers matchs. Avec 36 points, c'est désormais acté. À défaut d'être mathématique, ce qui ne faisait aucun doute depuis un moment, eu égard à la lenteur des 3 derniers. Et le club finistérien va donc enchaîner une 8e saison d'affilée dans l'élite, une première dans son histoire, après son septennat du siècle dernier, 1981-1988. Il pourrait même terminer pour la 3e fois d'affilée dans la première partie du classement, 3e en 2024, 9e en 2025, ce qui ne lui est non plus jamais arrivé. Euh, Au point de raviver les rêves d'Europe. Le fait de dire qu'on va jouer l'Europe n'a jamais fait jouer l'Europe, estime Romain Del Castillo, pragmatique, certes, mais à 9 journées du terme. La 6e place n'est qu'à 5 points, et la 7e qui pourrait aussi ouvrir ses portes sur le vieux continent, à 4, sachant qu'elle est actuellement occupée par Monaco, où se rendront les Brestois samedi. Ce sera une valeur étalon pour nous, a prévenu Eric Roy. J'espère qu'on va aborder ce match avec plaisir et ambition. La surperformance de 2023-2024 donne des idées. Mais quelle ambition, le discours est simple, explique l'entraîneur des TICF. Moi, j'ai tendance à avancer objectif après objectif. Le maintien, c'était l'objectif club, mais ce n'était pas forcément l'objectif des joueurs. Plus ambitieux que ça. Il est évident qu'on va peut-être se projeter sur autre chose, voir si on est capable d'aller chercher quelque chose un peu excitant pour la fin de saison, même si on en est encore loin. Il faut regarder les moyens et les équipes qui sont devant nous. Sur un championnat, les devancés seraient surperformés pour nous.
Avant de se montrer un brin malicieux, mais le stade brestois, de temps en temps, peut déjouer les pronostics, a-t-il souri. On a un historique, il n'y a pas si longtemps, on a fini troisième d'un championnat, on n'était pas programmé pour. C'est peut-être la saison où tout s'est aligné. Là, on a perdu des points en début de saison, qui sont difficiles à rattraper, rédhibitoires, mais on ne va rien s'attardir. S'il y en a qui traînent en route, qu'on arrive à entretenir cette dynamique, pourquoi pas se mêler à quelque chose. Il faut déjà rester dans la course jusqu'à la prochaine trêve internationale avec 2 déplacements à Monaco puis à Auxerre. Alors sans son défenseur et capitaine Brendan Chardonnay, sans son leader d'attaque Ludovic Ayork suspendu, avant la réception du voisin Rennais, un derby qui s'annonce chaud bouillant entre deux formations aux objectifs normalement bien éloignés mais qui pourraient finir par se rejoindre. Donc à voir, est-ce que vous y croyez dans le chat au stade de Brestois en Coupe d'Europe la saison prochaine, hein, même pour une Conference League? À voir, hein, mais moi je pense que non, hein, vraiment, hein, je pense qu'il y a d'autres équipes meilleures devant et qui ne vont pas lâcher entre-temps. Voilà. Mais évidemment, ça sera à suivre. On continue pour cette revue de presse, hein. Il nous reste une quinzaine de minutes, on va dire, pour aller checker encore un ou deux articles. Hum, sur quoi on peut aller? Sur quoi on peut aller qui peut être intéressant? Euh, Est-ce qu'on va sur un truc un peu compliqué enfin à suivre? Pas à suivre, mais ce qui se passe en ce moment avec l'Iran. Donc, euh, fils du nain, machin, appelle l'Australie à assurer la sécurité des jeux. D'accord, donc c'est encore autre chose sur l'Iran. Donc on va pas aller sur l'Iran, pardon. Euh, euh, Est-ce que j'ai d'autres articles un peu plus intéressants? Ouais, sur Adrien Thomasson. Adrien Thomasson et la forme de sa vie, ça c'est intéressant. C'est on ira sur alors honnêtement, on va quand même parler parce que c'est intéressant de parler de ça, hein. C'est des sujets importants en ce moment quand même. Donc on va aller déjà sur l'article sur l'Iran et on finira par un truc un peu plus léger sur Adrien Thomasson. Reza Pahlavi, fils du dernier Shah d'Iran, appelle l'Australie à assurer la sécurité des joueuses de l'équipe nationale. Alors, à la suite de leur refus de chanter l'hymne lors de leur premier match de Coupe d'Asie, les joueuses iraniennes risquent des représailles dans leur pays. De quoi pousser Reza Pahlavi, fils de l'ancien Shah d'Iran, et d'autres personnalités à demander à l'Australie de leur accorder l'asile. Ce dimanche en Australie, l'équipe d'Iran féminine a disputé et perdu face aux Philippines, son troisième et dernier match de Coupe d'Asie des Nations et ainsi achever son aventure dans la compétition. Mais ces joueuses sont dans l'incertitude quant à leur retour au pays. À la suite des frappes américaines et israéliennes sur l'Iran, la majeure partie de l'espace aérien du Moyen-Orient reste en effet fermée. Et surtout, un risque de représailles existe après le refus des joueuses iraniennes de chanter l'hymne national lors de leur premier match de Coupe d'Asie le 2 mars face à la Corée du Sud. Il y avait eu des histoires aussi par rapport à la Corée du Sud, par rapport à leur participation à cette Coupe d'Asie, hein, qu'ils étaient les joueuses qui n'étaient pas considérées. Mais on reste sur l'Iran, une situation qui a poussé Reza Pahlavi, le fils du dernier Shah, je ne sais pas comment ça se prononce, hein, excusez-moi pour la prononciation, d'Iran et opposant au régime de Téhéran, à solliciter le gouvernement australien. Les membres de l'équipe nationale féminine subissent de fortes pressions et sont menacés par la République islamique, a-t-il écrit sur X. Elles risquent de graves conséquences si elles retournent en Iran. J'appelle le gouvernement australien à assurer leur sécurité et à apporter tout le soutien nécessaire. La FIFPro inquiète. Reza Pahlavi rejoint un nombre croissant de militants des droits de l'homme et de personnalités politiques qui souhaitent que l'Australie accorde l'asile aux joueuses iraniennes. Leur refus de chanter l'hymne face à la Corée du Sud avait été très vivement critiqué. Un présentateur influent à la télévision d'État, Mohamed Reza Shahbazi, avait même qualifié cette attitude de summum du déshonneur. Les traîtres en temps de guerre doivent être traités sévèrement, avait-il ajouté. Et le fait que les joueuses de la sélection fredonnent l'hymne national à l'occasion des 2 matchs suivants, le 5 mars contre l'Australie et ce dimanche
dimanche contre les Philippines n'a pas fait retomber l'attention. La FIFPro, le syndicat national des joueurs, a exprimé son inquiétude pour la suite des événements par le biais de Beau Busch, son président pour l'Asie et l'Océanie, précisant travailler avec la FIFA, la Confédération asiatique et le gouvernement australien pour trouver des solutions qui garantissent leur sécurité. Donc voilà, c'est des sujets assez touchy merde. Euh, pour les équipes australiennes. Désolé, petit souci avec la caméra. Bon, sur la fin du live, je suis désolé. Euh, Est-ce que c'est mieux comme ça? Pas du tout. Je suis totalement à l'envers. C'est un peu chiant. Un peu chiant de la part de... Putain, mais si je fais ça... Si je fais ça, du coup, on voit plus rien. Bah, c'est super! Ok. Ça passe à peu près. On va dire que c'est bon. Alors, désolé, hein, vous me voyez un peu bancalement, mais si vous voyez le setup, il est un peu catastrophique. Mais, ouais, en fait, il faudrait que je me mette comme ça. Bon, on va essayer de finir le live correctement. Donc voilà, sur les joueuses iraniennes pendant cette Coupe d'Asie, on va finir quand même sur un article un peu plus léger, où on va plutôt parler football, mais en tout cas, c'est des choses à suivre hein, concernant la politique et la géopolitique en ce moment dans le monde avec tout ce qui se passe. Il faut évidemment rester fixé, hein. Il n'y a pas que forcément le sportif en ce moment qui compte. Merci à Lisa Marie pour cette rose. Évidemment, ça fait extrêmement plaisir. C'est 2 roses même, hein. Donc ça fait extrêmement plaisir. On va finir sur un article concernant Adrien Thomasson, le joueur du RC Lens, meilleur passeur de Ligue 1, le capitaine de Lens, Adrien Thomasson, est dans la forme de sa vie. Il fait des marathons pendant un match de football. Adrien Thomasson, le capitaine des 100 et or, a ajouté une nouvelle passe décisive à son compteur lors de la victoire de Lens contre Metz ce dimanche. Pour garder la première place du classement des passeurs de Ligue 1, et c'est surtout son volume qui a subjugué ses coéquipiers. C'est comme s'il voyait les choses avec l'œil d'un directeur sportif, son projet de reconversion privilégié. Donc c'est un article de Nathan Gourdol, je ne sais pas si je l'ai dit. Euh, Adrien Thomas, dimanche, après la victoire de Lens contre Metz, Adrien Thomasson était focalisé sur l'analyse, livrant son ressenti à différents membres du staff, pendant que ses coéquipiers festoyaient avec le public. En première loge pour assister à la nouvelle démonstration collective de son équipe, le capitaine avait alors la lucidité nécessaire pour la disséquer avec recul, et la science devra bientôt se pencher sur son cas. Tranquille. Le préparateur physique lensois Guillaume Ravet nous en a parlé en décembre des prédispositions naturelles d'un joueur à la pointe de la préparation invisible. Mais son volume sur la durée impressionne. 3 jours après la qualification en demi-finale de la Coupe de France contre l'OL à Dessinès, où il avait fini avec des crampes comme la plupart de ses coéquipiers. Le milieu de 32 ans s'était dit totalement prêt à enchaîner, et dimanche il a été impliqué sur les 3 buts des 100 et or. D'abord son centre depuis le côté gauche a rebondi sur Alpha Touré pour atterrir sur Abdallah Sima, parfait remiseur vers Saoud Abdelhamid. Puis il a distillé sa 8e passe décisive en Ligue 1 d'un centre court vers Florian Thauvin pour garder la tête du classement des passeurs du championnat devant son coéquipier Mathieu Hudol, qui a lui aussi ajouté une unité à son compteur après un 1-2 avec Amadou Aïdara alerté par Thomasson. En fin de contrat, Thomasson explore toutes ses opportunités. Je ne veux pas faire de langue de bois, mais je préfère finir le plus haut possible au classement que d'être meilleur passeur du championnat. Je n'ai jamais été un joueur qui aime être mis en avant, a souri le Savoyard. Après, si ça arrive, évidemment que je prends. Il y a Mathieu Huddle qui me talonne. Qu'on ait un titre qui me talonne, et honnêtement, je préfère que ce soit lui et qu'en fin de saison, on ait un titre par exemple. Collectif, même devant les micros. Thomasson a été encensé par son entraîneur, Pierre Sage, qui n'a pas hésité à le titulariser une nouvelle fois. Il a toujours été en Ligue 1, sauf lors de sa suspension à Nantes le 6 décembre. 64 heures après l'OL, Adrien est capable de faire des matchs à 14 km/h, à 14 km, pardon, ce qui est exceptionnel, et d'en rejouer un 3 jours après en gardant cette lucidité. Ce qui est encore plus exceptionnel, c'est le fait ça fait de lui un joueur capable de jouer une Coupe d'Europe l'an prochain dans une équipe qui en joue une, a glissé le technicien avec une forte allusion à la situation contractuelle de son capitaine en fin de bail en juin qui prend le temps d'explorer toutes ces opportunités avant de prolonger.
C'est totalement fou, il est increvable, il ne fait que courir, il fait des marathons pendant un match de football, halluciné Florian Thauvin, pour qui la passe décisive de son capitaine a tout dit au sujet de leur superbe entente. Il nous apporte énormément offensivement, défensivement, il part beaucoup aussi dans le dos des défenses adverses, ce qui nous permet de créer des brèches pour les joueurs offensifs. Donc c'est un joueur ultra performant important et on aura besoin de lui jusqu'à la fin de saison à ce niveau-là. Au-delà de la distance, 13,4 km parcourus dimanche, Thomasson a réussi une performance incroyable dans l'intensité, selon un expert data. Avec près de 1600 mètres entre 20 et 25 km/h et plus de 230 mètres de sprint. Je pense que j'ai trouvé un rythme de croisière, surtout cette saison où j'enchaîne. Je suis un peu dans la forme de ma carrière. Lancer le milieu de terrain dimanche, l'esprit déjà tourné vers le déplacement à Lorient. Samedi prochain, un temps d'avance partout. Donc voilà pour Adrien Thomasson, le joueur du RC Lens, un meilleur passeur de Ligue 1. Il est quelle heure? Il est 15h58. Je pense qu'on va s'arrêter là, les amis. Aujourd'hui, hein, on est déjà quasiment en 4 heures de live, hein, dans la journée. Moi, j'ai pas forcément l'habitude de faire tout ça. Mais en tout cas, merci à vous d'avoir été présents pour ce live. Merci à Lisa Marie, merci à Cleven, hein, qui était bien présent lors de tout le live. Merci à tous, merci pour les likes, hein. Je vois qu'on a 2600 likes à peu près. Merci une nouvelle fois pour les roses, Lisa Marie. Ça fait extrêmement plaisir. Voilà, que je le disais, merci à tous d'avoir été présents. N'oubliez pas, donc demain sur la chaîne YouTube, vous avez l'émission sur la Ligue des Champions qu'on a faite avec Gaëtan. Vous avez évidemment la rediffusion de ce live juste après. Ça sera disponible aussi sur les plateformes de podcast, donc n'hésitez pas à aller voir, hein, si vous avez manqué le début du live. Et après, n'hésitez pas à vous abonner sur tous les réseaux sociaux pour ceux qui sont sur TikTok actuellement. Pour ceux qui sont sur Instagram, Facebook, Snapchat, hein, n'hésitez pas à aller voir. Donc je vous remercie, passez une bonne fin de journée et on se retrouve demain, comme d'habitude cette fois-ci, 10h midi, pour discuter de l'actualité football et évidemment qu'on parlera Ligue des Champions. Donc merci à tous et passez une bonne fin de journée. Ciao ciao les amis.